it's history repeating itself. Well, it tends to do that. Yeah, it's funny, isn't it? So they've Yeah. I mean, they didn't have skirts, but they've effectively done a similar thing by making the floor, the leading edge of the floor, higher by 15 millimeters. I mean, a ride height of a car, they work sometimes in 0.5 millimeter. Really? Yeah, absolutely. You want to get that car as low to the ground as possible, but when you're talking of 15 mil, it's big. In anyone's world, it's pretty comprehensive. If you remember back to Barcelona last year, we were marvelling, weren't we, at the cars going through turn 3. Look, you can barely see a gap between the surface and the floor of the car. And I see a lot, just seeing this Aston Martin here going through Oui, 11 Twitch. I'm seeing more air. Yeah. Clearly underneath Bon, the c'est car. pas encore commencé sur le canal, hein, donc je vous laisse en VO pour l'instant. They don't want to chase the lap time and get the car dangerously close to the ground just yet, as they're focusing on other things. But I'm constantly seeing, there it is again, constantly seeing a lot more air, a lot more light coming in underneath the floor of the car than last year. I'll tell you what I'm seeing on that Aston Martin as well, a bit more of a rake than might have been shown at the launch. When this was the car that they showed at the launch. The rear wing might be slightly different as well, but there is definitely more of a rake. I like the look of it. It does. They're another one of my teams that I think they should make a big progress from last year. It's just the whole nose section for me looked wrong last year. It was too high and a bit too stubby. It looks better. It looks a little bit more Red Bull-esque, I'd say. Dan Fallows at Aston Martin, of course, the technical director, obviously learnt under Adrian Newey and at Red Bull, so it would be strange to think that he hasn't taken a few influences from the man himself, which is another thing Adrian and I were talking about as he walked into the paddock this morning. And then I saw Ted Kravitz patrolling the paddock. He's down in the pit lane at the moment. Ted, what news have you got? Hello Crofty, hello Anthony, hello everybody. Good afternoon Bahrain time, good morning still if you're watching us in Europe, or hello if you're wherever you're watching around the world. Now I have some facts and figures for you about what you've been talking about with the floor changes, Crofty. So I can fill in some of your questions. First of all, watching the cars out on track, they do look good, don't they, raised up a little bit? I think that's is that effectively what you and Anthony are saying, that they look a little bit better? They're not being slammed into the They're not being slammed into the ground quite so much. Maybe they don't look quite as stiff as they did before. There's a little bit of air to be seen under the thing. I think they do look pretty good, having been raised by that 15 millimeters. But it's cost, in terms of lap time, half a second. So half a second, wow. And that's actually been clawed back largely due to the aerodynamic improvements and then, the floor improvements, the downforce. So we're not going to see much of a difference in lap times in terms of last George Russell complètement largué. C'est terminé pour Mercedes. 6 secondes de retard sur ce tour. Elle est mal née, c'est W14. I was just talking to Jody Eggington, the AlphaTauri technical director, and said that area of getting as much air as possible to that leading edge, that beginning of the floor section, the throat as some people call it, and then getting it into the tunnels underneath the floor and out the side to be worked by those floor sides. Now that they're higher, that's the critical area of development. But yeah, I mean, what do you think, Crofty and Anthony? I think they look a bit better being a bit higher up. What do you reckon? I didn't mind them. Salut Eric, oui, bonjour. The drivers minded it when they were porpoising. Comme tu dis. J'attends qu'ils prennent l'entrée sur le canal, c'est pas encore le cas pour l'instant. Sur les trucs de merde, des documentaires là. They were so incredibly stiff, so stiffly sprung before because the car was much lower to the ground. So I've heard Jolyon talking about this earlier on, actually, saying that you wanted the aero platform to be stable as possible. You don't want it bouncing around or pitching or rolling, because that's going to A, make an uncomfortable ride by crashing the leading edge of the floor into the ground like we saw so much of last year, and B, just an incredibly uncomfortable ride for the driver themselves. And with that, when every time it crashed into the ground, you'd lose performance. You'd have sort of peaks and troughs of downforce when it was in the sweet spot, and as it fluttered, as it fluctuated its ride,
de construction de long terme. So you had to make it incredibly stiff to try and hope that you could run the car in that sweet spot as much as you could. But then you come to slow speed corners and they became your nemesis. Because in slow speed corners you need... Ah oui, oui, non mais ça commence à 8h en fait. Hein. Ça commence à 8h. Hein. C'est 8h midi, 13h, 17h en fait. Ou 13h, 17h30, je sais plus exactement. Je crois que c'est 17h30. Ah oui, non mais il roule beaucoup plus que ce qu'il me diffuse, c'est sûr. A hairstyle that I thought de la Formule 1 et du sport automobile was going to disappear after the winter, but he's kept it going. And why not? Tout ce que j'ai aimé, Jean-Louis Moncé. donc je trouve que c'est vraiment enthousiasmant. Voilà, parce que c'est ça, l'essentiel de la Formule 1 et du sport automobile, c'est que c'est enthousiasmant. Merci Jean-Louis d'avoir ouvert votre boîte à souvenirs. Merci Jean-Louis, allez, maintenant tu passes Merci mon cher Vincent. à la diffusion des essais vers nous. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé après? Tout s'est effacé de ma mémoire. Pourquoi vous voulez vous souvenir? Coup de cœur pour Revoir Paris, mardi 7 mars seulement sur Canal+. Génial. C'est le moment de les afficher. Bon, je coupe la pub là, parce que c'est insupportable. Hein. Le fameux générique. Pas terrible je trouve. Hein. Trois mois après le dernier Grand Prix de la saison 2022, la F1 est de retour sur Canal. L'attente a été longue, on est ravis de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous et on est ravis de vous accueillir. Bienvenue Adrien Tambay, vous rejoignez l'équipe Canal cette année et on va suivre toute cette journée avec vous, récent vainqueur de la Coupe du Monde FIA des voitures de tourisme électrique, le TCR. Félicitations. Merci Antoine, salut à tous. Bonjour, et vous allez avoir évidemment des choses très intéressantes à nous dire, d'autant plus que vous connaissez très bien les pilotes, cette génération de pilotes que l'on va retrouver. Le programme des 3 jours sur les antennes Canal, sur Canal Plus Sport très exactement. Donc ça commence aujourd'hui, on sera ensemble jusqu'à midi 15 et le bout de cette première matinée. Ensuite on se retrouvera à 16h pour cet après-midi. Demain, grosse matinée à partir de 9h toujours sur Canal Plus Sport et donc on terminera ces 3 jours d'essai depuis Bahreïn à partir de 10h30 samedi pour suivre ces essais qui sont très importants, d'autant plus qu'ils sont assez faibles, peu nombreux, parce que 3 jours seulement, c'est une première, puisqu'on avait plus les saisons précédentes. Oui, réduit de moitié cette année. Effectivement, on n'est pas allé à Barcelone, le circuit habituel pour les premiers essais hivernaux, donc ça va être très important d'emmagasiner toute l'expérience possible et toutes les données pendant tous ces tours faits à Bahreïn. Alors cette première matinée d'essai à Bahreïn a débuté depuis 8h ce matin, heure française. Regardez, ce sont les premières voitures à avoir pris la piste. On est là à bord de la Ferrari. Alors,
évidemment avec toutes ces grilles aéro, on vous en reparlera un petit peu plus tard, pour évidemment essayer d'avoir des capteurs et des données aéro. Le premier souci, ça a été pour Felipe Drugovich qui remplace Lance Stroll au volant de l'Aston Martin. Ça commence bien, Aston. Pour le pilote 16 tours effectués. Sa monoplace à cause d'un problème électronique sur sa voiture, donc déjà à pied, mais il a pu reprendre la piste un petit peu plus tard, Felipe Drugovich. Et puis évidemment, Adrien, tout le monde avait les yeux rivés sur la Red Bull parce qu'on avait peu d'informations sur cette nouvelle monoplace, donc là on en sait un petit peu plus maintenant. Ouais, c'est la seule écurie qui avait bien caché lors de sa présentation le développement de sa voiture. On avait seulement vu la livrée, et là effectivement au niveau des pontos notamment, on a vu vraiment un travail léché pendant cet hiver. Et que serait la Formule 1 sur Canal sans Julien Febvreau, bien sûr. Évidemment, il est avec nous, Julien Febvreau. Il est à Bahreïn, dans la voie des stands déjà. Il va tout nous expliquer, tout nous montrer sur les monoplaces. Bonjour Julien, vous êtes juste devant chez Ferrari. Oui, bonjour messieurs, bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver sous le soleil de Bahreïn. Bah oui, on entre tout de suite dans le vif du sujet. On est chez Ferrari, challenger de Red Bull, nommé d'ores et déjà pour cette saison 2023. On est sur cette voie des stands devant le garage Ferrari dans lequel se trouve Carlos Sainz, et avec Alfred Ray, notre JRI, eh bien, on va vous faire vivre évidemment l'atmosphère de cette voie des stands. On commence chez Ferrari avec, je vous le disais, Carlos Sainz qui est encore à bord de cette mono SF23, c'est son nom. Et puisque je sais que vous êtes sur les antennes de Canal, des amoureux de technique, eh bien on va se pencher sur l'aileron avant de la Ferrari qui a été détaché. Merci aux gens de la Scuderia de nous l'avoir mis juste sous nos yeux, parce que la première chose qui nous a marqué sur cet aileron avant, eh bien ce sont ces petits flaps. Regardez, je tends mon doigt, il y en a 5 ici. Ce sont des connecteurs, ils sont censés rigidifier les différents éléments de cet aileron avant. Et les plus férus d'entre vous me dire, mais on croyait que ça avait été interdit ces petites pièces, parce qu'elles étaient apparues sur la Mercedes à Austin l'an dernier, et la FIA dès le Grand Prix suivant leur avait dit non, vous avez fait de ces petits de ces petits rigidificateurs, c'est pas très français mais vous m'avez compris, bien vous en avez fait des éléments aérodynamiques, et ça c'est interdit. Et bien le règlement technique a très légèrement évolué pendant l'hiver et a autorisé désormais les équipes à faire de ces petits liens entre les différents flaps de l'aileron des éléments aéro. Eh bien, Ferrari ne s'en est pas privé, et on ne serait pas surpris de voir réapparaître sur d'autres équipes, peut-être même chez Mercedes, ce type de petites ailettes qui viennent bien conduire le flux d'air vers l'extérieur de l'aileron avant. Et puis on va également se pencher sur la pointe du nez, parce que ce nez, eh bien, il fait partie d'une génération de nez qui n'est pas attachée au plus bas de l'aileron avant, sur le flap principal. Certaines écuries ont choisi d'aller attacher leur nez au plus bas. Eh bien, vous voyez, chez Ferrari, on est un étage au-dessus. On laisse passer de l'air sous le nez au niveau de cet aileron qui, d'ici quelques secondes, vous allez le voir en direct, c'est sorcier, c'est ça, connecté à la voiture de Carlos Sainz, alors que Fred Vasseur, eh bien, quitte sa position dans le garage. On va se tourner vers lui. Voilà, il est dans son habit de lumière, Fred, et il va regagner le pitwall Ferrari d'ici quelques instants. Ça va, Fred ? Oui, ça a l'air d'aller. Il nous répond pas, mais il est le vent. Oui, c'est sa première journée, non pas chez Ferrari, mais c'est sa première journée sur le muret des stands Ferrari. Il rejoint Laurent Mekies sur sa gauche, sur cette passerelle de commandement. Voilà, on est dans le bain tout de suite, messieurs. Ah ouais, merci Julien. Voilà, ça va être ça, ces 3 jours d'essai sur Canal. Ça va être ça, des vents en pagaille. Salut Fumaro. Dans ses habits de lumière, comme vous l'avez dit, vous aussi, ils sont pas mal. Salut D'Angelo. Habits de lumière. On va, tout de suite se pencher sur ce qui se passe en piste, bien sûr, du côté. Pourquoi il n'y a pas d'image, à ton avis, pour cette matinée. Réfléchis bien. Là sur l'Alfa Romeo. Et déjà bonjour. Évidemment, il n'y a pas d'image parce que sinon, quick. On ne retrouve pas tous les pilotes en même temps puisqu'il n'y a qu'une voiture par écurie. Donc c'est pour cela que il y a déjà l'image de la FTMing, c'est déjà pas mal. Dans les monoplaces. On a vu avec Julien que chez Ferrari c'était donc Carlos Sainz qui était en train qui allait rouler en tout cas, et qui était le pilote Ferrari pour cette matinée. Il n'y a qu'un seul pilote en fait qui va rouler toute la journée, c'est Max Verstappen du côté de chez Red Bull. Sinon du côté de toutes les équipes, ce sera un le matin en ce moment et puis un cet après-midi. Donc on aura l'occasion un petit peu d'apercevoir. Le GOAT il se repose, il roule cet après-midi. Ce choix Antoine de faire rouler dans ces écuries-là. Parce qu'ils peuvent utiliser qu'une seule voiture par écurie, on rappelle. De test qu'on peut avoir, parfois c'est difficile donc, de couper la journée c'est Russell ce matin quoi. Comme si on repartait
à zéro quand on met un autre pilote dans la voiture, mais quand même, il faut que le pilote se remette dans le bain, même si c'est des pilotes professionnels, ils ont quand même... Ils seront que 10 par session, on va dire. Les petites séances d'essai qu'ils ont pu faire, quand même... Ce qui est un peu dommage. 100 km pour des fins commerciales, mais effectivement, ils doivent quand même se remettre dans le bain et d'avoir le même pilote toute la journée, ça peut être un avantage. Et c'est Carlos Sainz qui, donc, pour l'instant, est le plus rapide. Il reste 1h37 dans cette matinée, 1h33-253 pour le pilote Ferrari, juste devant Max Verstappen et Albon, que vous voyez à l'image, le pilote Williams. Il y a 3 rookies cette saison, alors ces 3 pilotes-là n'en font évidemment pas partie, mais on va aussi les suivre avec beaucoup d'intérêt. Logan Sargent, qui est le coéquipier d'Alexander Albon du côté de chez Williams. Oscar Piastri chez McLaren, on aura le temps de reparler d'Oscar Piastri parce que l'hiver, la fin de saison dernière surtout, a été chargé pour ce pilote qui était ancien pensionnaire de l'académie Renault qui roule ce matin, Oscar Piastri. Et puis du côté des rookies, il y aura également Nick De Vries, même s'il a fait un Grand Prix l'année dernière. Nick Debris. C'est quand même un pilote débutant sur une saison complète, Nick De Vries, qui est bien sûr chez AlphaTauri cette saison. Et lui roulera cet après-midi. On est déjà plus rapide, Antoine, que l'année dernière. 1.33-253 pour Sainz. Je crois que on avait été 7/10 moins rapide l'année dernière lors de la première journée. Ensuite, ça a été plus vite, mais voilà, c'est le début c'est plus le début de la réglementation. On est cette année sur une réglementation qui évolue sensiblement, donc les écuries n'ont plus tous ces problèmes. Regardez Russell à 9/10. La saison est finie pour Mercedes, c'est terminé. Ils vont encore perdre. Le mec très pessimiste. Une voiture qui nous intéresse particulièrement, on le disait tout à l'heure, il est devant chez Red Bull, Julien. Et même devant Alfa Romeo et devant eux, quoi. Et Williams aussi. Quelle honte. Qui porte le numéro 1. Il y a quand même de gros écarts. Hein. Piastri à 2 secondes 3. Drugovic à 3 secondes 6. Bon, en même temps, il a eu un problème. Le numéro 1. On ne l'a pas si souvent. Eh bien, Max Verstappen, vous l'apercevez peut-être sur le côté du garage. Il vient de descendre il y a quelques instants, à peine plus d'une minute, de sa monoplace, immédiatement rejoint par Sergio Pérez qui porte sa casquette à ses côtés et en discussion également avec Christian Horner. Il avait l'air, en tout cas dans son expression de main et de visage, assez insatisfait d'un comportement peut-être un peu brusque de sa voiture. C'est ce que semblaient retranscrire ses gestes. Et puis, si on se penche derrière la voiture, vous apercevez Adrian Newey, le génial concepteur de cette monoplace. Vous connaissez ses habitudes, se pencher sur les voitures, venir au plus près de ces monoplaces. C'est un ingénieur qui aime être auprès de ces voitures qu'il conçoit. Il en a fait des voitures championnes du monde, Adrian Newey. Eh bien, il est encore là, même si Christian Horner confirmait récemment que Adrian Newey allait prendre un petit peu de recul sur le projet F1 pour se concentrer à d'autres projets dans la famille. Oui, c'est ça, prendre du recul, Adrian. Ce sont des instants très importants. Bonne idée. Rappelé, Antoine, alors qu'ils devraient être ceux qui emmagasinent le plus de tours. Je sais pas si j'avais eu ton truc. Mais oui, t'as raison, effectivement. De toute façon, ils vont rouler cet après-midi, t'inquiète. Enfin, Drugovic, il a un problème, donc lui, ça va être compliqué, mais... La vue est dégagée sur Max Verstappen, sur le côté du garage. Piastri, 28, pour l'instant, c'est pas énorme. Évidemment, Sergio Pérez ne rate rien de ce que peut confier et apporter comme retour Max oui, ça discute dans le plan Red Bull, là. Un temps d'arrêt un petit peu plus long que prévu dans le garage, ce qui a poussé Verstappen à quitter sa monoplace. Et puis tiens, on en profite puisqu'on est chez Red Bull et que la voiture est présente. On vous parlait des ailerons avant. Et bien, avec Alfred Ray, on va se pencher sur cet aileron avant qui est du même type que Ferrari. Drugovic est reparti, je crois. Il n'est pas attaché au plus bas de l'aileron. Ah non, attendez. Non, il est en gris, donc ça veut dire qu'il est au stand. Et à l'inverse de Ferrari, bien, Drugovic, ouais, c'est con pour lui. Hein. Il a pas beaucoup roulé. Là, les attaches, elles sont purement droites et elles sont purement là pour renforcer les flaps les uns. Par contre, le son de Febro, il sature, je trouve. C'est étonnant. Ça nous permet bien de profiter du profil de cet aileron avant avec toujours ces plans inclinés vers l'extérieur. Lewis Hamilton inspecte l'RB19. L'air sur le côté de la voiture. Inspecteur Lewis. Parce que les pneus avant sont de véritables murs aérodynamiques. Bottas qui inspecte aussi. Salut Jovan, ça va et toi? Regardez. Des anciens coéquipiers qui inspectent.
Cette RB19. Vous parlez d'un aileron, ils les mettent sur les 50 000 € d'amende, Lewis. Et Magnussen qui se ramène aussi. C'était intéressant de voir aussi que dans le garage, vraiment les deux pilotes qui sont ensemble, on l'a dit, Sergio Pérez ne roule inspecteur pas Lewis ce matin, et inspecteur Magnussen et Bottas aussi. Les retours, que ce soit des ingénieurs ou du pilote, il y a vraiment une alchimie. Ah, Drugovic est reparti, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure. En vérité, comme on est sur un vrai partage de ces 3 jours d'essai, et encore une fois, il y en aura très peu, c'est les seuls avant la première course. Il faut ne pas avoir à repartir à zéro quand on monte dans la monoplace un peu plus tard, quand c'est notre tour. Donc on doit être au courant de tout ce qui a été fait dans les moindres détails. Max ça fait aussi 50 000 €, c'est pour et Max. même parfois de donner un peu son input, de peut-être pas faire partir dans une direction. Certes, là c'est Max Verstappen, il n'aura pas besoin des conseils de Pérez, mais parfois à deux on a plus d'idées. Felipe Drugovich, on avait sur l'image Felipe Drugovich dans l'Aston Martin, évidemment moment important parce qu'il n'était pas préparé psychologiquement, on va dire. On est dans sa voiture à prendre la piste à Bahreïn, mais Lance Stroll, comme on le disait tout à l'heure, qui a eu un petit accident de vélo ces derniers jours. Putain, mais quel clown lui, sérieux. On ne sait pas encore s'il sera là au début. Le mec a un accident de vélo avant la saison. Ce même circuit à Bahreïn, il sera dans la voiture. N'importe quoi. C'est aussi important de pourquoi pas que Drugovic se prépare à participer à un week-end de course, lui qui est le 3e pilote de cette équipe, pilote brésilien de 22 ans, champion de F2 la saison dernière. C'est pas la première fois qu'il roule dans une Formule 1, on l'avait déjà vu notamment à Silverstone en novembre dernier avec une ancienne monoplace, et puis en essai libre à Abu Dhabi et en essai d'après-saison également, les rookie tests pour Felipe Drugovich. Vous connaissez un petit peu, non? Vous l'avez croisé ça arrive, mais bon, c'est le truc con. Franchement, il aurait pu avoir son accident un mois avant, tu sais. Comme la plupart des Brésiliens, ça aurait été mieux, quoi, il aurait rien raté. Et puis, à hauteur d'une très belle saison l'année dernière. De toute façon, il va pas nous manquer un perso. Il aurait mérité. Mais bon, si c'est pour le remplacer par Drugovich, est-ce qu'on y gagne au change? Je suis pas sûr. Mais là, c'est une belle opportunité pour lui d'aller montrer à tous les techniciens, même s'il fait des heures dans le simulateur. Là, c'est sur la piste, en réel, qui va démontrer son potentiel, non seulement de performance, mais aussi de développement de cette monoplace. Là, évidemment, il apprend Felipe Drugovich ce matin. Il fait des tours avec sa monoplace. Il a eu des petits soucis ce matin, mais ça s'est ensuite amélioré pour lui. Il a le 10e temps, donc le dernier chrono, puisque au-delà de la 10e position, ce sont des pilotes qui rouleront pour la plupart cet après-midi. Il est à 3 secondes 6 du temps de Carlos Sainz, meilleur temps. Oscar Piastri qui va remonter dans la bagnole. De F2 qui peuvent ces derniers temps avoir un petit peu de mal à arriver en Formule 1. C'est le cas d'Oscar Piastri qui a passé une saison sur le banc l'année dernière après avoir été champion de F2. Il arrive chez McLaren. Pour lui aussi, ce sont des rouleurs. De toute façon, évidemment, les temps ils vont tomber dès ce soir. On y verra un peu plus clair, je pense, parce que là, il n'y a que 10 pilotes qui roulent. On peut pas vraiment se rendre compte de quoi que ce soit, pour être honnête. Il n'était pas dans une voiture de course l'année dernière, donc ça va être très important, même si forcément il est à côté d'un Norris qui je vois que ça finit à midi et quart en fait, pas midi pile. Parce qu'il reste 1h29. On n'est pas de son côté, mais quand même, on va le regarder de très près, ce jeune pilote. Je pensais que ça finissait à midi pile. Deux très jeunes pilotes, parce que certes, Lando Norris commence à avoir de l'expérience, 82 départs en Grand Prix. Il y a eu un quart d'heure de décalage visiblement. C'est d'ailleurs l'équipe qui a la moyenne d'âge la plus faible du plateau, McLaren. Et puis Alexander Albon, lui, par contre, évidemment, n'est pas un nouveau pilote du côté de chez Williams. 59 départs pour le Thaïlandais de 26 ans. Mais c'est vrai qu'Oscar Piastri, dont vous parliez, il a eu une fin de saison dernière, un hiver un petit peu agité, avec un imbroglio avec Alpine, parce que c'était un imbroglio, c'est ça, c'est le terme, oui. Évidemment, les abonnés Canal, vous avez suivi toute cette histoire en fin de saison dernière, où Alpine a voulu le mettre dans la voiture quand ils ont compris que Fernando Alonso allait partir. Mais c'était trop tard, et du côté de Oscar Piastri et de Mark Webber, son manager, eh bien, on avait signé un autre contrat chez McLaren. Donc il y a eu un imbroglio sur les contrats, et c'est le bureau de validation des contrats de la FIA qui a dû trancher et qui a validé celui avec McLaren. Donc c'est pour ça qu'il est dans la voiture orange cette saison.
C'est vrai que c'est pas forcément facile hein, pour un jeune pilote d'avoir, quand on a été comme ça sous les projecteurs pendant plusieurs semaines pour des petits soucis administratifs et de bonne entente avec Alpine, d'arriver, on sait qu'il sera très très surveillé. Ouais, le monde impitoyable de la Formule 1 où on peut vite passer de héros à zéro, donc forcément hein, pour lui quand même un peu de pression. Je pense qu'il a quand même passé tout son hiver à se préparer, à essayer d'oublier tout ça, faire abstraction, et puis maintenant c'est enfin le moment où les choses sérieuses vont commencer. Il va pouvoir se libérer au volant de sa monoplace, et c'est l'essentiel. Carlos Sainz qui est en piste maintenant. On a vu tout à l'heure avec Julien les quelques évolutions qu'on peut voir sur la Ferrari. Alors Ferrari a été une équipe qui nous avait déjà montré cette nouvelle voiture. Contrairement à Red Bull, on avait un petit peu caché son jeu. La Ferrari, on l'avait vu lors de la présentation. Oui, c'est d'ailleurs, on peut se poser la question, c'est d'ailleurs un peu curieux d'avoir montré ces séparateurs sur l'aileron avant assez tôt. On peut même se demander si c'est pas un peu d'intox pour envoyer des messages à droite à gauche, pour faire bosser sur des compartiments différents pendant que nous on travaille sur autre chose. En tout cas, c'est quelque chose d'assez intéressant d'avoir mis ces séparateurs. Comme l'expliquait Julien tout à l'heure, ça montre qu'en Formule 1, la suppression d'un seul mot dans un règlement peut changer l'interprétation de celui-ci, et donc forcément aller exploiter ce règlement et gagner du flux, de l'efficience aérodynamique. Pour l'instant, mais ce n'est que le début de ces 3 jours de test, c'est lui le plus rapide, donc Carlos Sainz, une 33-253. Julien Febvre dans la voie des stands et du côté de la monoplace de Pierre Gasly chez Alpine. Et oui, on est chez Alpine, la 4e force du plateau l'an dernier, avec cette équipe de France désormais telle qu'on pourrait la nommer. Regardez juste derrière moi, on va s'approcher un tout petit peu parce qu'il est là, Pierre Gasly, il est au travail, il est descendu de sa monoplace. Esteban Ocon prendra les commandes de cette Alpine A523 cet après-midi, et ce matin, eh bien, c'est Pierre Gasly qui est au travail. Au premier plan, vous apercevez son ingénieur Karel Loos, qui était l'ingénieur de Fernando Alonso l'an dernier. Eh bien, Pierre Gasly collabore désormais avec lui, et c'est un moment important, et je sais qu'Adrien pourra le confirmer. C'est ce lien très important à créer avec son ingénieur, avoir un vocabulaire qui vous est propre, avoir des intonations de voix qui vous donnent aussi des indications. Eh bien, et c'est Joseph. Ce lien, il est en train de se créer entre Pierre Gasly et Karel Loos, que vous voyez au premier plan. Cette monoplace, eh bien, on peut l'observer ici parce qu'on a la chance d'être juste devant. Elle a pas mal évolué, elle est encore plus agressive que l'an dernier. Avec Alfred, on va pouvoir se pencher sur les pontons de cette voiture. Regardez l'aspect toboggan de ces creux, en fait, à l'intérieur des pontons, entre la coque intérieure. Ça va et toi? Eh bien, si on zoome sur la partie noire sur le côté, eh bien, voyez cet effet toboggan. C'est un véritable canal. Faut vraiment qu'il règle son micro lui, parce que ça sature un peu quand il pose quand même. Je sais pas s'ils s'en rendent compte les ingestions. Beam wing, c'est la partie basse de l'aileron arrière qui génère énormément d'appui aérodynamique. Et bien tout cet air qui coule sur la monoplace, une chaîne de télé, ça le fout mal quoi. Et bien c'est côté toboggan autour de la voiture, inspiré de Ferrari. C'est Ferrari qui l'an dernier avait particulièrement impressionné avec l'apport de ces pontons et de cette ça roule depuis 8 heures. Ce concept a été poussé encore plus loin. 8h15, je sais pas exactement parce que là ça se finit à 12h15, donc ils ont peut-être commencé un peu en retard du coup. Différences qui sont pas forcément visuellement très spectaculaires, mais les suspensions avant, par exemple, et bien sur l'Alpine, ont été repositionnées. C'est le même concept de suspension que l'an dernier, mais avec un repositionnement légèrement différent. Là aussi, pour optimiser le passage des flux d'air sur cette voiture. On est chanceux de pouvoir l'approcher d'aussi près. Et puis, puisqu'on vous parlait d'aileron avant tout à l'heure, et bien les fameux nez dont je vous parlais, là où est écrit A523, et bien vous voyez que le nez est totalement joint au flap principal de l'aileron. Là, il n'y a pas d'ouverture. Alpine a fait le chemin inverse de l'an dernier. L'an dernier, ce nez était positionné un peu plus haut. Et bien là, Alpine est venu attacher son nez au flap inférieur et principal de l'aileron avant. C'est une molette. Une voiture qui avait été beaucoup développée la saison dernière au fur et à mesure de la saison, cette Alpine, et donc quelques nouveautés sur le début de cette année. Vous confirmez, Adrien, Julien disait sur les relations avec ingénieur pour Pierre Gasly, un nouvel ingénieur, c'est important aussi de bien tout de suite se comprendre d'entrée.
C'est clair que c'est primordial parce que dans une saison on peut facilement être dans un cercle vertueux ou vicieux très très rapidement, et si on n'a pas la confiance mutuelle qui s'est mis en place avec son ingénieur, les performances s'en ressentent, et donc là c'est un nouvel ingénieur pour Pierre. Il ne l'a pas choisi parce que c'était un ingénieur qui était en place. Alors l'ingénieur de Fernando Alonso, il est forcément très bon, ça va être à Pierre de faire son maximum pour s'entendre le plus rapidement possible avec lui, et puis en plus de ça, si humainement ça colle, si humainement il y a une émulation qui se crée, là ça va être gagnant-gagnant. C'est un pilote que vous connaissez un petit peu, Pierre Gasly. Adrien, comment est-ce que vous pensez qu'il peut, parce que c'est particulier pour lui, il passe de Red Bull qui était sa famille, où il a toujours fait sa carrière ces dernières années, il arrive chez Alpine. Comment il peut envisager finalement cette collaboration nouvelle avec Alpine? C'est toujours un moment particulier. Oui, je connais très bien Pierre, je l'ai suivi très longtemps. Il est un peu plus jeune que moi, mais voilà, c'est un pilote qui a selon moi la bonne approche pour ce nouveau challenge de carrière. Ça fait longtemps, enfin ça fait depuis le début en fait de sa carrière en monoplace quasiment qu'il est dans le giron Red Bull, et je pense que à un moment donné on espère quelque chose de Red Bull, on espère avoir la chance. Johan, j'espère que ça va le faire. En fait, d'être dans l'écurie de. J'espère que ça va le faire. Et puis si on n'arrive pas à l'avoir, quand on voit le temps de Russell pour l'instant, on peut se dire que ça va pas le faire. Bon, ça vient de débuter, donc pas de panique. Dans un environnement qui est complètement différent, dans un environnement franco-français. D'ailleurs, il est en piste, Georges. Si l'écurie est basée. Ils sont 5 en piste là. Voilà, 4 plutôt. Albon, Russell, Hülkenberg, Piastri. Pour que ça réussisse, maintenant il va y avoir aussi comment dire, une je sais pas, on l'a pas trouvé en piste pour l'instant, donc est-ce qu'il y a du marsouinage ou pas? Mais ils se connaissent très bien et ça va être très intéressant de les suivre cette année. Cette équipe de France, donc du côté de chez Alpine. En tout cas, il n'y a aucune voiture qui a de marsouinage pour l'instant de ce que j'ai vu. Cette saison, puisque une série en 4 épisodes, en immersion vraiment avec Alpine, vous sera proposée toute l'année avec les pilotes, mais aussi avec vraiment tous les membres de cette équipe. Encore eux, vous me direz qu'ils auraient eu le problème, quoi. Et Étienne Pilou, ça s'appelle Bleu Blanc Vite, et le premier épisode, ce sera dès le 5 mars à 14h sur Canal, juste avant la première grille de la saison. On vous en reparlera. Là pour l'instant on est chez McLaren avec Andrea Stella, le nouveau team principal de cette équipe McLaren. En tout cas c'était très intéressant. Je reviens sur Alpine avec Julien tout à l'heure qui nous montrait les suspensions à l'avant. Alors ça se voit pas comme ça très facilement à l'œil nu, mais comme il le disait, c'est toute la géométrie qui a été repensée pour non seulement améliorer le flux d'air comme il l'expliquait, mais aussi avoir une plage d'utilisation et de réglage plus large, et permettre de réagir pendant un week-end à des comportements de monoplace qui diffèrent d'un circuit à l'autre. Donc elle est aussi bien plus fine derrière, comme il le montrait aérodynamiquement, et on est passé. Frédéric Vasseur, il a toujours l'air assez détendu, mais c'est quand même particulier d'arriver chez Ferrari. C'est une institution, c'est pas rien pour lui, c'est un nouveau défi pour le français. On va voir ce que ça donne, notamment dans la gestion des pilotes. Ce sera l'une des choses les plus importantes pour Frédéric Vasseur, la gestion des pilotes. Attention à la Carlos Sainz entre l'espagnol et le pilote monégasque Charles Leclerc, le vice-champion du monde. Je me fais pas de soucis pour Fred. J'ai eu la chance de l'avoir en tant que propriétaire d'équipe, de chef d'équipe en Formule 3, et je peux vous dire que avec sa rigueur et voilà, il sait ce qu'il veut, tout simplement son flegme, il va pas y aller par 4 chemins avec ses 2 pilotes, et il a d'ores et déjà le respect de Charles Leclerc, il l'a à 2000%, et puis celui de Carlos Sainz, je pense qu'il l'a déjà obtenu. Là on voit Carlos qui est cette énorme partie rapide à la fin du premier secteur, en délicatesse avec le train arrière de sa monoplace, ça décroche un peu, tire tout droit, et donc la petite erreur pour le pilote. Là on voit aussi sur l'aileron arrière le nom de Ferrari à l'ancienne, comme on avait pu le voir un petit peu la saison dernière. C'était à Monza pour les 75 ans de la marque. Ah, Georges, tiens. La saison. Un George Russell sauvage apparaît. Arrière de la Ferrari. George Russell, on a vu tout à l'heure son blocage de roue, à l'une des sensations de l'année dernière. George Russell qui a fait mieux que Lewis Hamilton. Ouais, le seul à réussir à gagner une course avec cette Mercedes, et là on voit, regardez l'aérodynamisme et l'extraction d'air qui a été complètement revue, assez large. Il y a deux, je sais pas comment on peut appeler ça, des toboggans là, tout autour en fait dans la. Ah, ça bug.
confortable. Dans le suivi du halo, en tout cas, elle est plutôt très réussie cette Mercedes. On verra si en performance ça se confirme, parce qu'encore une fois, hein, ils ont commencé du mauvais pied en 2022 et c'est pas une réglementation qui a évolué drastiquement, donc même s'ils ont réussi à progresser pendant l'année, c'est toujours une course contre la montre en Formule 1, et quand on a un peu de retard sur ses petits camarades, c'est toujours dur de combler l'écart à 100%. Et cette monoplace qui est toute noire l'année dernière, comme on l'avait vu d'ailleurs, elle était de la même couleur en 2020 et 2021. Alors à l'époque c'était aussi un signe fort emmené par Lewis Hamilton pour lutter contre tout type de discrimination, mais il y a aussi un rôle très important pour la monoplace. Non, elle n'a pas de marcinage à W14, il n'y a rien de superflu sur les monoplaces que d'avoir cette monoplace noire. Effectivement, Antoine, on a lié l'utile à l'agréable en choisissant le noir cette année, tout simplement parce que vous le voyez peut-être pas ici, mais on verra sur une caméra embarquée plus précisément, quasiment l'ensemble de la voiture est brute, couleur carbone, sans peinture en fait. Il y a juste le dessus de la monoplace qui est peint en noir, et on va économiser quelques grammes, quelques kilos. L'important c'est qu'il y ait de la fiabilité surtout. Parce que on a une réglementation depuis le début de l'ère. La Ferrari par contre c'est compliqué pour saute un peu, le minimum de poids de monoplace, et on est à la chasse de ces grammes pour pouvoir soit déjà tout simplement être en dessous de ce poids pour ne pas perdre de temps, mais ensuite pour pouvoir embarquer le maximum de lest possible pour pouvoir changer les réglages de la voiture et améliorer en fonction de l'équilibre d'un circuit à l'autre, l'équilibre global et l'équilibre mécanique de la voiture. On voit l'arrière de la monoplace là de Max Verstappen, la Red Bull du champion du monde, avec cette peinture fluo derrière. Ça c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir aussi sur ces journées de test. On le voit parfois aussi en essai libre avant les Grands Prix. C'est pour distinguer un petit peu les flux aéros. C'est une poudre fluo mélangée à une espèce d'huile qui permet comme ça aux ingénieurs d'avoir plus d'informations sur les flux aéros. Le retour de la McLaren d'Oscar Piastri dans la voie des stands avec Julien. Et oui, le phénomène Oscar Piastri. Alors on pensait que la voiture allait rentrer dans son garage, mais non. En fait, Oscar Piastri change d'aileron avant et va être envoyé en piste d'ici quelques instants. On reviendra bien sûr un peu plus tard dans la séance se pencher à la fois sur le cas Piastri, parce que ce jeune homme est un phénomène, mais également sur les choix aérodynamiques et techniques sur cette McLaren. Vous verrez qu'elle se rapproche en plusieurs points de la Red Bull. Évidemment, beaucoup d'écuries convergent et tentent de converger en performance et s'inspire de la monoplace la plus rapide. Eh bien, cette McLaren n'échappe pas à la règle, elle est plutôt d'inspiration Red Bull. McLaren, saison importante aussi. On parlait des deux jeunes pilotes avec, alors Norris on le connaît bien, mais donc Oscar Piastri dont vient de nous parler Julien dans les stands, mais évidemment saison capitale, qui a perdu son patron Andrea Seidel, qui est parti chez Sauber en tant que patron du groupe Sauber, et c'est Andrea Stella qu'on voyait tout à l'heure sur le muret des stands qui le remplace, qui était auparavant directeur de la compétition de l'équipe. On l'a vu ces derniers jours la McLaren, parce qu'elle a roulé pour un shakedown sur cette même piste à Bahreïn pendant 2 jours. On l'avait pas encore vu rouler en Europe, cette MCL 60. On l'a vu donc ces derniers jours. Là, on voit Verstappen à l'écran, ça sourire un peu. On voit qu'il cherche avec le volant, le train avant un peu. Il arrive quand même à attraper les cordes. Et important de noter aussi la diminution de cet effet de rebond cette année. Les légères évolutions de règlement sont allées dans ce sens. On a rehaussé la hauteur de gaz minimum à l'arrière de la voiture de 15 mm pour éviter que ces voitures n'aient trop de marsouinage, pour préserver aussi la santé des pilotes, parce que je crois qu'on a essayé de le faire l'année dernière, faire comprendre aux écuries qu'il fallait préserver la santé des pilotes, mais au final rien ne vaut la performance. Donc on a été obligé cette année de changer le règlement pour aller dans ce sens. Pour forcer évidemment les équipes à changer, vous venez de le dire, quelques petites évolutions aussi techniques qui ont été mises dans le règlement, notamment des rétroviseurs qui sont plus grands désormais sur les monoplaces, un fond plat dont vous avez parlé qui doit être un petit peu plus rigide également.
Et puis l'arceau de sécurité, augmentation du seuil des charges qu'il peut supporter. Ça, c'était après l'accident de Guan Yu Zhou à Silverstone, qui était assez impressionnant, où la voiture s'était retournée. Donc là aussi, on a modifié un petit peu le règlement au niveau de l'arceau de sécurité. Mais c'est vrai que les gros bouleversements, c'était surtout au début de la saison dernière. Là, il n'y a pas eu vraiment de bouleversement, mais il y a toujours des évolutions sur les monoplaces. Et puis rappelons qu'on est repassé sur un règlement où on est sur des monoplaces à effet de sol. Donc les parties les plus importantes qui génèrent le plus d'appui aérodynamique, on ne les voit pas. Elles sont en dessous de cette monoplace, là, comme on peut le voir avec l'arrière du diffuseur. Et effectivement, ça fait que le développement en cours d'année est plus compliqué à exécuter, tout simplement, et c'est ce qui permet aux équipes d'être resserrées en termes de performance, et c'est ce qui permet aux écuries de pointe avec un peu plus de moyens de ne pas prendre trop d'avantages. Puis ce pourquoi en même temps suivre ces essais et vous les montrer sur Canal. Certes, il n'y a pas eu beaucoup d'évolutions techniques réglementaires, mais les écuries, elles, travaillent énormément pour être toujours à la limite du règlement, de ce qui est autorisé. Et donc c'est pour cela que même si les évolutions vraiment inscrites dans le règlement sont pas forcément très nombreuses, il y a forcément des évolutions très intéressantes au niveau des monoplaces, comme le montre depuis le début de cette matinée Julien dans les stands au moment du retour des monoplaces. Et Oscar Piastri, avec qui justement Julien était il y a quelques instants, est de retour en piste, alors que son coéquipier, lui, ce sera cet après-midi qu'on va le voir. Il parle de sa visière avec le spécialiste Michael Omento de chez Bell. Toujours en train de chercher, vous voyez, le moindre détail, la moindre amélioration possible, que ce soit sur l'équipement du pilote ou sur la technique de la voiture, mais on est toujours dans la recherche du détail en Formule 1. Lando Norris qui débute cette année sa 5e saison en Formule 1 à 23 ans pour le pilote britannique. Lui aussi, il a fait une bonne saison. Ça a été difficile pour McLaren l'année dernière et pour son coéquipier d'alors, Daniel Ricciardo, qui est retourné dans le giron Red Bull pour en être pilote réserve. Et Lando Norris, qui était le seul pilote hors Red Bull, Ferrari et Mercedes, avoir fini sur le podium en 2022, a quand même pas démérité, loin de là. En tout cas, Antoine, on peut vraiment noter qu'on n'est pas dans le début d'une nouvelle réglementation avec les soucis habituels d'une première séance d'essais hivernaux, puisqu'on a déjà parcouru près de 50 tours pour Carlos Sainz, alors qu'on n'a tout simplement pas terminé la matinée. On est en train d'accumuler le maximum de données, que ce soit les données aérodynamiques ou les données de mapping moteur par exemple. Et on suit le programme de test. Là, Carlos Sainz qui rentre au stand. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu pour l'instant énormément. Il y a eu un drapeau rouge, on l'a dit tout à l'heure, avec Felipe Drugovich en tout début de séance à cause d'une petite alerte électronique sur l'Aston Martin. Mais sinon, il n'y a pas trop de soucis de la part des pilotes. Pas beaucoup de panne du côté de ces monoplaces. Le retour de Carlos Sainz au garage Ferrari. Et vous parliez tout à l'heure des chronos. Vous pariez justement les chronos de la première journée de Bahreïn de la saison dernière et cette première journée aujourd'hui. Donc effectivement c'était une 33-9 pour Pierre Gasly à l'époque, la première journée à Bahreïn en 2022. Et donc là on est déjà plus rapide avec Carlos Sainz. Le meilleur temps sur ce même tracé la saison dernière, donc sur la 3e journée, était de 1:31.720 pour Max Verstappen. Alors qu'on a vu là à l'écran une nouvelle fois le train arrière de la monoplace de Carlos Sainz se dérober. Il est voilà, comme on l'a vu tout à l'heure chez Verstappen, on a un petit souci de sous-virage. Là c'est un peu le contraire chez Ferrari, c'est l'arrière de la voiture qu'on doit être en train d'essayer de calmer. Et là on est du côté de chez Haas, l'écurie américaine qui s'est séparée de Mick Schumacher cette saison, qui est maintenant pilote de réserve du côté de chez Mercedes. Mick Schumacher, et c'est Nico Hülkenberg que vous voyez là dans la monoplace, dans la Haas, qui fait son retour. Nico Hülkenberg en Formule 1. C'est pas son premier retour en Formule 1 pour le pilote allemand, mais du côté de Günther Steiner, le patron de cette équipe, on a voulu remettre un petit peu d'expérience dans l'équipe. Et là il en a, avec Magnussen 30 ans, Nico Hülkenberg 35 ans, 181 départs en Grand Prix pour le pilote allemand. Il est passé par Williams, Force India,
Sauber, Renault. Dans Force India, on peut mettre Racing Point et Aston Martin, bien sûr. Et donc désormais As. Changement d'équipe pour Nico Hülkenberg. Alors là, on peut en profiter d'avoir l'Aston Martin de Drugovich à l'écran pour dire que pendant l'hiver, vous savez, il y a toujours un peu des rumeurs qui circulent, même si tout le monde se regarde un peu en coin. C'est la monoplace apparemment qui, en simulation, aurait eu des très jolis chiffres, donc affichés. Et ça a fuité, même chez Red Bull, hein, on s'inquiétait de éventuellement cette Aston Martin qui pourrait être assez performante en ce début d'année. Pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, on est sur un programme d'essais différent. On essaye déjà de résoudre les problèmes de Drugovich de ce matin. Mais les bruits fuitaient cet hiver sur l'éventuelle performance de cette Aston. Qui fait déjà peur, c'est vrai, quand on discute un petit peu avec tout le monde. Et Aston Martin est regardé de très très près avec un look assez agressif pour cette monoplace. Ça veut dire qu'on met les moyens du côté de Lawrence Stroll, le patron d'Aston Martin. On a mis beaucoup de moyens avec notamment l'usine à Silverstone qui est en train d'être terminée. C'est un immense complexe et c'est vrai qu'on met beaucoup de moyens pour développer cette équipe. D'ailleurs le modèle de Lawrence Stroll c'est Red Bull. C'est ce qu'a fait Red Bull en arrivant en Formule 1 avec des résultats très très rapidement. Et puis l'arrivée de Fernando Alonso, Antoine, qui montre qu'il y a des ambitions, tout simplement parce que l'Espagnol ne serait pas allé chez Aston Martin si n'avait pas quelques garanties. Alors même si on n'a jamais de garantie en Formule 1, vous voyez l'avant du peloton qui a été vraiment retravaillé, la position des radiateurs à l'intérieur qui a été retravaillée avec ce phénomène de rampe utilisé pour encore une fois écouler le flux d'air de la meilleure des manières possibles. Et puis là au premier plan un nez qui ressemble un peu à celui de la Mercedes, comme le montrait tout à l'heure Julien, qui va jusqu'au premier plan de la moustache avant. Il y a plusieurs concepts qui sont en compétition. Ici, sur le côté du ponton, c'est plutôt la baignoire chez McLaren. Justement, on parlait de Julien, on va le retrouver. Cette fois, il est du côté paddock, Julien à Bahreïn. Ah oui, on voulait vous offrir une petite carte postale, vous envoyer du soleil, de la chaleur en ces temps de début d'année ici. Donc voilà, petite carte postale. On est au milieu du paddock de Bahreïn, très particulier, très atypique, rempli de palmiers qui, à la nuit tombante, vont s'éclairer comme si c'était Noël. Il fait, bon, je vous fais un point météo là, mais il fait plutôt chaud aujourd'hui, mais le vent n'est pas trop présent. On sait que souvent, c'est une problématique, le vent, parce que les monoplaces sont très sensibles aux rafales de vent, et puis on est dans le désert, donc le vent amène du sable, et le sable sur la piste, eh bien, ce sont des monoplaces qui glissent. C'est aussi le risque que le sable vienne s'infiltrer dans des zones du moteur que les ingénieurs n'apprécient pas du tout. D'ailleurs, ils utilisent des filtres spéciaux sur les moteurs pour les régions un petit peu sablonneuses, comme peuvent l'être Bahreïn notamment, ou le Qatar, où la F1 retournera à Losail d'ici quelques semaines. Regardez qui est attablé chez Red Bull, puisque à l'image des garages, eh bien, les écuries sont rangées les unes à côté des autres dans l'ordre du championnat. On est devant l'écurie championne du monde et vous apercevez sur la terrasse là-bas à droite Helmut Marko qui est en discussion, le conseiller spécial, le responsable des pilotes de l'écurie championne du monde, qui semble avoir le sourire, qui est assez confiant dans les possibilités de Red Bull de défendre son titre mondial, mais il l'a dit, Helmut Marko, ce sera compliqué, la rivalité sera beaucoup plus intense cette année et nous ne réaliseront probablement pas une saison aussi dominatrice que l'an dernier, mais en tout cas Red Bull reste l'équipe à battre. Et bien à côté, on ne peut pas noter sur la gauche, et bien chez Ferrari et chez Mercedes, on va s'y employer. Mais voilà, c'était l'instant carte postale dans ce paddock de Bahreïn pour vous messieurs et pour nos abonnés surtout. C'est pour nous faire envie et pour nous donner faim. Merci Julien. Il était tout à droite, Helmut Marko. On l'a distingué effectivement attablé en train de se restaurer. Il est 2 heures de plus à Bahreïn, donc c'est pour ça, c'est l'heure de manger. Il nous reste 1h03, un petit peu plus, avant la fin de cette première matinée. On vous le rappelle, on va la suivre jusqu'au bout sur Canal Plus Sport. Cette première matinée d'essai à Bahreïn. Et puis on se retrouvera un petit peu plus tard dans l'après-midi à partir de 16h pour suivre la fin de cette première journée. On suit l'Alpine de Pierre Gasly
Le numéro 10 de Pierre Gasly qui arrive, on en a parlé tout à l'heure, de chez AlphaTauri et de la famille Red Bull. Moment important aussi bien sûr pour le pilote français. Avec cette Alpine retravaillée un petit peu aussi, même si elle avait beaucoup évolué la saison dernière. Julien nous l'a montré un peu plus en détail. Regardez Helmut Marko, il est là, il était un petit peu plus à droite et il va... ça a l'air bon ce qu'il mange. Ça donne envie presque. Oui, en tout cas, c'est toujours compliqué de savoir ce que les équipes font pendant ces essais hivernaux, sur quel programme ils se focalisent, quelles performances, comment juger les performances des pilotes et des écuries. En tout cas, on peut voir. Il se peut qu'il y ait des coupures sur Twitch, quelques pour soucis de l'instant, connexion le là programme aujourd'hui. sans encombre, avec une monoplace qui se comporte Alors, a priori tac tac tac. Même si, encore une fois, salut Balian, enfin pour une nouvelle saison. Ouais. Dit, en tout cas, Julien, c'était intéressant au niveau du, comme d'habitude, au niveau du temps qu'il fait. Charles est mon second choix après Fernando. Du temps. Ah bah ça oui. Temps, pardon, du vent. Fernando, c'est ton premier choix, clairement. Journées, on passe la matinée à quasiment nettoyer la piste, mais c'est pas le cas aujourd'hui, donc une journée qui. Piastri s'est bien rattrapé en termes de tour. Point de vue là, efficiente. C'est un I. Attends, t'as toujours la fâcheuse manie de mettre des Y partout, hein, Eric. C'est marrant ça. C'est un I à Piastri du coup. C'est quand même un circuit qui est souvent utilisé. Il y a d'autres catégories. À Hülkenberg, oui, 40 tours, effectivement. Pas mal, pas mal. Mais c'est vrai qu'il peut toujours y avoir un petit peu de sable. Alonso roulera cet après-midi, du coup. En Formule 1, on est toujours en caméra embarquée. Bon, Drogovic, je vois qu'il a pas fait beaucoup de tours pour l'instant. 24, c'est pas énorme. 523. Fiabilité un peu douteuse chez Aston Martin, attention. Avec une modification peut-être du système de suspension à l'arrière pour alléger un petit peu la voiture et donc le travail. Un zoo de plus en plus monstrueux dans tous les sens du terme, c'est ça. Pour cette Alpine de Pierre Gasly, c'est important. Pour l'instant, l'Alpine n'a pas l'air très rapide. Encore une fois, ils ont peut-être beaucoup d'essence, ça veut rien dire. Pour cette équipe, c'était le problème principal. Je vois pas Alpine derrière Alfa Romeo et Williams. Ce serait quand même très surprenant. Il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité. Ce qui a permis à la fin à Ocon de finir devant lui au championnat. Mais voilà, on était sur le début, encore une fois, d'une nouvelle réglementation, et en tout cas d'un gel des moteurs. Donc chez Alpine, on a focalisé sur la performance. Et fort à parier que Mercedes, il n'y a que Russell qui a roulé pour l'instant. Milton il roulera cet après-midi. 50 tours effectués, 9 dixièmes du meilleur temps. C'est pas terrible. Après, encore une fois, on connaît pas les quantités d'essence embarquées, donc il a peut-être pas fait de tours rapides. Russell, du coup. Je sais pas. Dur à dire. Oui, parce que là, si on prend les temps au pied de la lettre, Mercedes c'est derrière Williams et Alfa Romeo, quoi. Ce qui serait un peu gênant, pour être honnête. Ce qui paraît peu probable, quand même. même. Oui, des problèmes de fiabilité, comme vous le dites, du côté de l'équipe française, on a énormément travaillé sur ces questions-là, avec notamment un nouveau banc moteur à Viry-Châtillon, parce que vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est une équipe qui est basée et à Enstone en Angleterre pour la partie châssis et pour la partie moteur à Viry-Châtillon en région parisienne, et du côté de Viry. Bon, après Drogovic dernier, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à Aston Martin. Je pense que le mec débute, qu'il soit dernier, c'est pas choquant, tu vois. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. C'est pas le niveau de la voiture qui est en cause, c'est le niveau du pilote, son manque d'expérience et tout, quoi. Je pense. On verra les temps d'Alonso cet après-midi, du coup. Ça va être plus intéressant. Par rapport à la saison dernière, qui a, selon lui, coûté jusqu'à 80 points. Donc c'est évidemment colossal. Puis cette fiabilité est étroitement liée avec la performance à la fin de la journée. Si le moteur est plus fiable, ouais, ils se sont plantés dans les couleurs, effectivement, c'est pas 3 jours. Une course avec le quota de moteur autorisé ça pour le début de saison, je pense. C'est pas très grave. Dans la bonne direction. En tout cas, on a vu un Pierre Gasly qui était à 7 secondes du meilleur chrono. Donc on est probablement sur un programme d'acquisition de données ou de prise de données notamment sur le comportement des pneumatiques. Il y a 2 monoplaces qui sont en piste. On a vu
le Normand, et donc Carlos Sainz lui aussi, la Ferrari de Carlos Ouais, Sainz. drapeau rouge, c'est vrai que c'est chiant. Temps pour lui qui ou même un problème de fiabilité, hein, sans parler des rookies, il pourrait y avoir des petits soucis de casse moteur ou je ne sais quoi. Ce qui pour la première journée serait quand même assez grave, mais ça arrivera peut-être en fin d'essai hivernaux par contre. De ce matin. Sur ce à voir. Début d'essai, on est vraiment sur le tout début de ces 3 jours d'essai. Les chronos, c'est pas forcément ce qu'on va chercher du côté des équipes. Évidemment, ça fait toujours du bien au moral d'être le plus rapide, mais c'est pas forcément le plus important. Ah oui, il faut aussi, incroyable, l'Alpine est ratée. Pour les pilotes, pour scandale. Ou alors l'AlphaTauri est une Red Bull RB18 de 2022, tu vois. Peut-être qu'ils ont fait ça. On regarde par le passé ce qui s'est passé ici à Bahreïn. Qui a été le plus rapide ces 2 dernières saisons? Peut-être qu'ils ont magouillé ça, hein, comme Racing Point en 2019 là. Qui était champion du monde derrière. Enfin en 2020 plutôt. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas regarder la saison de Formule 1. Qui était à Mercedes 2019 du coup. Samedi quand on aura le plus rapide de ces 3 jours. Souvenez-vous. Mais ça a montré en tout cas que dès les premiers tours de roue de la Red Bull en l'occurrence, eh bien ça avait très très bien fonctionné. Excusez-moi, me suis loupé en regardant les lignes sur les datas. Carlos Sainz c'était tout simplement sur un tour de sortie et il est sur un programme. Non, ne t'excuse pas, c'est une erreur inacceptable. Ce fluide, cette peinture qui est bien présente pour délimiter les flux d'air, ou prendre en tout cas de l'information du côté des ingénieurs. Ce coup-ci seulement sur le côté gauche de la monoplace. Carlos Sainz qui avait bien débuté sur ce même circuit à Bahreïn la saison dernière avec un podium. Il avait terminé en 2e position derrière Charles Leclerc, son coéquipier. Donc ça a été un très très bon début de saison sur cette piste pour Ferrari. Il y avait eu un double abandon pour Red Bull. Dans le 3e secteur, Carlos Sainz va pouvoir avoir son temps, une 33-253 pour l'instant. Pour le temps le plus chrono le plus rapide, évidemment là ça va être beaucoup plus important pour lui. Là on est chargé en essence, ouais. Peut-être pas sur un long relais, mais en tout cas sur une configuration plus proche d'un setup de course, d'un réglage course pour Carlos Sainz. Et Frédéric Vasseur, le voilà concentré sur les données, sur les images de son pilote. En tout cas, Ferrari est devant pour l'instant, hein, avec Sainz. Pas de beaucoup, mais... Pour Frédéric Vasseur, dont on vous a parlé tout à l'heure. Ça va être un remake de 2022, si se trouve, Ferrari Red Bull, quoi. Évidemment, du titre, depuis 2007 pour possible, le hein. pilote, depuis 2008 pour le titre constructeur. Talonne un peu cette Ferrari encore. Hein. On voit on va quand même chercher les limites au niveau des hauteurs de caisse, au niveau de la dureté de la monoplace bien sûr, ces étincelles qui sortent du fond plat. Et on distingue l'aileron avant que nous montrait tout à l'heure Julien. Yuki Tsunoda, le pilote AlphaTauri, on l'avait pas encore vu. Yuki Tsunoda, pilote japonais, saison aussi très importante. On parlait tout à l'heure d'Helmut Marko qui est en train de déjeuner avec Julien et le management qui peut être parfois un petit peu dur du côté de cette équipe et de cette famille Red Bull. Parce que Yuki Tsunoda est chez AlphaTauri et c'est vrai qu'il aura une saison très très importante. Il doit essayer d'être plus rapide, d'être plus performant. Il est aux côtés de Nyck de Vries, qui a montré de belles choses l'année dernière sur le Grand Prix auquel il a participé avec Williams. Même s'il est plus vieux, qu'il a moins d'expérience en F1, 28 ans, Nyck de Vries, Yuki Tsunoda, là, il devra absolument montrer qu'il peut être un leader aussi dans cette équipe. La pression est clairement de son côté, Tsunoda, avec un de Vries qui arrive et qui, quelque part, est lui plus léger, il n'a pas grand-chose à perdre. Et on le sait, hein, très très performant De Vries, il a gagné la F2, il a gagné la Formule E. Ouais, c'est sûr. C'est un tout bon. On peut pas s'empêcher. Très très appliqué, très très assidu. Il travaille beaucoup. Et donc je pense que chez Tsunoda, on va devoir mettre encore plus d'engagement dans cette saison pour se battre, pour être devant. Oui, Nyck de Vries qu'on verra cet après-midi
au volant de cette monoplace. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, de Formule E, c'était en 2021 avec Mercedes. Il a participé aussi plusieurs fois aux 24 heures du Mans. Et puis donc il a roulé une fois en Formule 1 la saison dernière en Grand Prix, où il avait réussi un très très beau week-end en partant 8e et en terminant 9e à Monza. Il remplaçait Albon qui avait l'appendicite. Et c'est comme ça qu'il a gagné sa place pour cette saison. Attention au pilote néerlandais pour Yuki Tsunoda qui doit absolument progresser pour sa 3e saison en Formule 1 maintenant. Il est de retour avec la monoplace de Gasly. Franchement, ça serait beaucoup mieux s'il y avait 20 voitures en piste simultanément, je trouve. Après, bon, il pourrait se gêner et tout, bien sûr, mais c'est vrai que 10 voitures, du coup, personne se gêne quasiment. Là, c'est l'avantage, mais bon. Pour les fans, ça serait mieux, je trouve. Et même pour les équipes, hein, ils auraient 2 fois plus de data, quoi. Au final, ils pourraient essayer 2 fois plus de choses en même temps. Pour l'instant, le pilote qui a fait... Quitte à faire rouler des pilotes de réserve pour pas épuiser les pilotes titulaires sur certaines séances, quoi. En heure française, mais bon, c'est pas le cas. Albon, dommage. Alex Albon qui a fait 57 tours depuis le début de cette journée. Et si vous voulez poser des questions, que ce soit à Adrien Tambay qui est à mes côtés aujourd'hui pour cette séance, ou même à Julien qui est dans les stands, on sait que vous aimez très fortement avoir des informations et c'est bien normal, surtout sur ces essais, sur la technique, sur la précision, sur les nouveautés sur les voitures. N'hésitez pas, vous pouvez aller sur le compte Twitter Canal+ F1 et donc poser des questions. Et on pourra y répondre évidemment. Par exemple, là, on nous demande si les équipes cachent encore leur jeu pendant ces essais ou si vraiment, samedi soir, à la fin de la journée, on aura des réponses très précises sur les performances de chacun. Adrien, est-ce qu'on cache encore son jeu sur ces derniers essais? Enfin, sur ces seuls essais, d'ailleurs. Je pense ne pas me tromper en disant que dans tous les cas, on ne dira pas clairement ce qu'on a fait en termes de quantité d'essence embarquée. Voilà, en termes de programme spécifique d'essais. Dans tous les cas, on aura, si on analyse bien nous correctement les 3 jours dans leur globalité, on aura peut-être une tendance, mais je pense qu'avant les qualifs de Bahreïn dans quelques jours, on n'aura pas vraiment la réponse, puisque dans tous les cas, ça va se jouer au 10e comme à chaque fois. Drugovic, 26 tours depuis le début de cette journée pour le Brésilien. Là, on est clairement sur un rythme de course, on le voit hein, dans l'agressivité de Drugovic. Ça s'ouvre là. Il a raté la réaxel. Et voilà, c'est fini pour ce tour pour Drugovic. 27e tour depuis le début de la matinée, 10e pour l'instant pour le Brésilien qui remplace Lance Stroll. On vous rappelle qu'il est absent parce qu'il a eu un accident de vélo il y a quelques jours. Le pilote canadien Valtteri Bottas dans le stand Alfa Romeo. On le verra cet après-midi. C'est Guan Yu Zhou pour l'instant qui est au volant de cette monoplace, mais il observe Valtteri Bottas. Car d'ailleurs, on nous pose une question toujours sur le compte Twitter Canal+ F1 sur la nouvelle direction d'Alfa Romeo. On disait tout à l'heure, hein, c'est Andreas Seidel qui est maintenant le nouveau PDG de Sauber Group. Il avait déjà d'ailleurs travaillé pour cette structure Sauber il y a quelques années, mais le nouveau team principal, c'est Alessandro Alunni Bravi, l'italien,
qui était auparavant le directeur général de Sauber, mais qu'on connaît bien quand même parce que il a été patron d'équipe en Formule 2 notamment. On l'a vu aussi travailler avec Nicolas Todt dans sa structure de management. Il parle très très bien français d'ailleurs. On aura peut-être l'occasion de l'entendre durant le week-end. Et donc maintenant, il est le nouveau team principal de cette équipe Alfa Romeo. C'est un avocat de formation, Alessandro, qui est très proche, qui était très proche, qui est encore très proche de Frédéric Vasseur, bien entendu, qui a cessé de prendre de l'importance dans cette structure. En tout cas, sur les quelques années à venir, le passage de flambeau vers Audi va se faire doucement chez Alfa Romeo Sauber. C'est quelque chose qui va vous plaire, que va nous montrer Julien Febvre dans quelques instants. J'en suis sûr que ça va vous plaire. Julien Febvre avec le casque de Valtteri Bottas. C'est d'ores et déjà le plus beau casque de cette saison. C'est une affirmation. Ouais, ça va être intéressant à suivre, c'est sûr. Le casque dessiné ici pour Valtteri Bottas avec la coupe mulet. Non mais le casque de Bottas c'est terrible hein, quand même. Dans la réalité par Valtteri Bottas et qu'il a reproduit sur son casque ici. Donc vous avez les chevelures blondes de Valtteri Bottas, vous avez la moustache sur le devant du casque et pour rigoler, ces ingénieurs lui ont collé un petit sticker. Ils sont allés à l'imprimante ce matin pour coller le regard délicieux, les yeux bleus du Finlandais Valtteri Bottas. Donc voilà, ce casque est totalement kitschissime mais magnifique. La belle moustache, la coupe mulet sur le côté. Ceci est ce qu'on appelle une masterpiece hein, dans le jargon. On va remercier Antti. Thank you so very much Antti qui nous a prêté le casque, qui est allé demander à Valtteri Bottas si on pouvait le voir et qui nous l'a gentiment apporté. On est sur du très grand art, messieurs, du très grand art. Ah oui, c'est vrai qu'il est magnifique. Il ne faudra pas oublier d'enlever le sticker quand même au moment de mettre le casque. Mais il l'assume. Hein. Oui, ça serait mieux pour la visibilité, oui. C'est un ami proche et je vous avoue que non seulement la coupe de cheveux mais le casque il en est très fier. Et puis on salue Antti Vieroula, son entraîneur physique, qui était aussi mon entraîneur physique à l'époque. En tout cas il est très motivé, il est dans un très bon état d'esprit, assez relax mais focus Valtteri, et il va entamer une saison importante pour lui chez Alfa Romeo Sauber avec une monoplace qui, selon ses dires, est plus facile à conduire et un peu plus rapide au simulateur. J'ai eu la chance de la conduire en novembre dernier à Hinwil. On revoit le problème principal, en tout cas chez Ferrari depuis le début de cette matinée, c'est le train arrière qui semble vraiment compliqué à contrôler chez Carlos Sainz. Alors est-ce qu'on est en train d'essayer de trouver la limite au niveau du grip qu'on peut emmener avec le train avant pour ensuite compenser avec le train arrière, mais c'est vrai qu'avec cette nouvelle réglementation et ces 15 mm de hauteur de caisse de plus à l'arrière, on a peut-être une voiture qui a un peu trop de pitch, priceless, comme tu dis, oui. Sur l'avant. En tout cas, on en prend des données là chez Ferrari. Et Carlos Sainz qui se bat, continue à essayer d'enchaîner les tours. Pas forcément très agréable quand l'équilibre est pas bon, mais c'est important pour les ingénieurs. Il reste 45 minutes dans cette première matinée de test à Bahreïn. On est sur Canal Plus Sport évidemment pendant 3 jours pour suivre ces essais à une semaine du premier Grand Prix, du premier week-end de course, en tout cas du côté de Bahreïn toujours. La semaine prochaine, le 5 mars, le premier Grand Prix de la saison. Et donc voilà, pour la première fois de l'année sur Canal, on découvre ces monoplaces, un moment évidemment toujours très important. On adore vous faire vivre, et pour l'instant donc le plus rapide c'est Carlos Sainz dont vous venez de nous parler. Il a fait son chrono en plutôt début de séance, en première partie de séance, le pilote espagnol, et on retrouvera Charles Leclerc cet après-midi puisque tous les pilotes vont changer, mis à part Max Verstappen qui va rester dans la Red Bull cet après-midi. À partir de 16h sur Canal Plus Sport, on retrouvera les autres pilotes dans chacune des équipes. On a vu tout à l'heure que du côté de chez Alpine, il y avait eu un temps assez important où Pierre Gasly n'était pas sorti. C'est parce qu'il y avait vraisemblablement quelques changements importants de réglage qui expliquent cette période d'inactivité pour Pierre Gasly, qui est d'ailleurs de retour au stand, le Français. Esteban Ocon, lui, roulera donc, vous l'avez compris, cet après-midi. Celui qui était titulaire de cette équipe
la saison dernière avec Fernando Alonso. Alonso, lui aussi, ce sera cet après-midi avec Aston Martin. On observera ça de très très près. On parlait des 3 pilotes rookies tout à l'heure de cette saison. Il y a 3 pilotes qui changent d'équipe, donc évidemment Fernando Alonso et Pierre Gasly, dont on vous a parlé. Et puis donc Nico Hülkenberg, même s'il n'était pas là la saison dernière. C'est un pilote d'expérience qui est chez As désormais. On est dans la voiture de Oscar Piastri. Suivre ce tour avec Oscar Piastri, Andrea Stella dont on vous parlait tout à l'heure, nouveau team principal de cette équipe. Oui, des changements dans les voitures et sur les murets aussi. Vous avez vu à l'écran la McLaren qui elle aussi a pas mal d'éléments bruts, couleur carbone, sans peinture. On parlait des efforts de chez Mercedes tout à l'heure, mais c'est toutes les écuries qui essayent de gagner du poids là-dessus cette année. Il y a pas mal d'écuries qui ont du noir qui ressort, mais c'est en fait les parties laissées couleur carbone brute, alors que là George Russell a tiré un peu droit. 53 tours pour l'instant. Ouais, ça talonne un peu sur certaines voitures. Après, est-ce que c'est vraiment du marsouinage ou est-ce que c'est juste qu'ils sont réglés trop bas? À voir. Un autre détail, Antoine, qui fait que les performances sont dures à lire, c'est que voilà, les écuries sont libres de faire un peu ce qu'elles veulent, y compris dans l'utilisation pour les pilotes du DRS. Donc on ne sait pas qui a utilisé le DRS ou non pour faire tel ou tel tour. Donc toujours difficile de juger de la performance intrinsèque de ces monoplaces. Il faut vraiment aller en profondeur dans l'analyse pour se faire une idée. Est-ce que la surprise de la saison, comme on l'envisageait, en tout cas comme on le disait tout à l'heure, parce que c'est vrai que certains le pensent, pourrait être Aston Martin, on ne sait pas encore, mais en tout cas Julien Febvre, lui... Bah c'est pas très bien parti pour l'instant. Felipe Drugovich qui ne s'attendait pas il y a quelques jours encore à se retrouver au volant de cette voiture. Le champion en titre de la F2, le Brésilien, qui au pied levé remplace Lance Stroll. On n'a pas encore de nouvelles du rétablissement de Lance Stroll. On ne sait pas s'il pourra être présent au premier Grand Prix la semaine prochaine. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a placé Felipe Drugovich dans cette voiture. C'est en cas de prolongation de convalescence pour Lance Stroll qu'on serait dans l'obligation de mettre Drugovich. J'ai un invité pour vous, messieurs. Regardez qui vient de me rejoindre devant le garage. On est en direct, je n'en dis pas de bêtises. Jean Alesi est là avec nous. Oh tiens. Club des experts, il est consultant. Toujours là, Jeannot. Ça va bien, Jean? Ça va, Julien. Super, on est trop excités là d'être ici. C'est le premier jour, les nouvelles voitures. Finalement, on va les voir entières puisqu'elles ont été pour la plupart masquées ou les anciennes autos ont été présentées. Donc du coup, ça y est, là on est dans le vif du sujet. Jean, avant de te demander tes premières sensations, on va rappeler qu'on retrouvera Jean Alesi aux commentaires sur Canal+. Cette année, j'aurai le grand honneur d'être aux côtés de Jean, notamment au Canada, terre promise pour Jean. Notez-le, nos consultants, que ce soit Jacques Villeneuve, Jean Alesi, Romain Grosjean et Franck Montagny, se partageront le commentaire des Grands Prix cette année. Qu'est-ce qui, pour l'instant, Jean, t'a le plus inspiré sur les voitures que tu as vues? On aura moins de Villeneuve, ça c'est cool. Je dirais que c'est vraiment trop tôt pour dire quoi que ce soit. Tout te plaît? Non, mais c'est maintenant plus difficile pour nous parce que le nouveau règlement, c'est seulement depuis l'année dernière. Tout le monde a
appris, comme Mercedes, certainement leurs erreurs. Donc même s'ils ont gardé le même concept, apparemment ils ont dû comprendre ce qui s'était passé pour avoir gardé plus ou moins la même philosophie. Donc il faut attendre un petit peu ça. Même après les essais, là, après 3 jours, ça sera difficile de dire qui aura l'avantage. Voilà, Max il est en train d'enchaîner les tours là. Cette année sera, à mon avis, la clé du succès. Et voilà. Jean, une dernière question. Premier. Ton cœur bat à Maranello. Quelle est l'atmosphère que tu reçois et qu'est-ce que tu reçois de Maranello en ce Au moins avec Red Bull, ils bluffent pas sur les chronos. J'ai l'impression qu'ils vont à fond. Hein. Enfin, pas tous les tours non plus, mais quand ils peuvent faire un tour rapide, ils le font. Hein. C'était vraiment fantastique. Après, ils se sont un peu mis les pieds dans le se brident pas, on va dire. Au moins, la base, elle est bonne. Et puis, le fait de changer, des fois, ça fait du bien. Très bien, on se retrouvera Jean un peu plus tard tout au long de ces 3 jours de test ici, alors que à l'instant, il se cache pas, semble-t-il, Antoine, Adrien, Max Verstappen vient de signer le meilleur temps. Ah, vous êtes quand même incroyable. Sans avoir les images, il arrive à voir que Max Verstappen a signé le meilleur temps. C'est effectivement le cas. Il y a peut-être une oreillette, ils lui ont dit du coup. Pour Max Verstappen, simplement. Qui a délogé de cette première position Carlos Sainz à l'instant. Et peut-être déjà sur ces premières dizaines de minutes, ces premières heures de roulage à Bahreïn, ce duel entre Ferrari et Red Bull. En tout cas, meilleur temps, il a signé les 2 premiers meilleurs secteurs, Max Verstappen. Et ça lui permet de passer sous les 1,33. Avec un petit passage en dehors des track limits à la fin du... Temps annulé pour Max, pénalité voilà, pour le Grand Prix. Très rapide Verstappen, et c'est que dans le dernier secteur où il a perdu un 10e. Pilote néerlandais. Et Jean Alesi, effectivement, qu'on retrouvera au commentaire au Canada, lieu de son succès. 95 pour Jean Alesi. Ça va être évidemment un moment important aussi de la saison. Et c'est vrai qu'au début de son intervention, puisque Julien était devant chez Aston Martin, il nous parlait de Felipe Drugovich qui pourrait, on ne sait pas encore, on n'a pas beaucoup de nouvelles de la santé de Lance Stroll. Alors, c'est vrai qu'ils cachent leur jeu, enfin, ils disent rien hein, chez Aston Martin, je ne sais pas pourquoi. Mais... En début de semaine prochaine, de nouveaux examens qui seront effectués pour savoir s'il peut être à Bahreïn. Donc c'est pour ça qu'on a mis Drugovich. Il y a un autre pilote réserve du côté de cette équipe, mais qui n'a pas donc été choisi, c'est Stoffel Van Dorn, mais il roule en Formule E. Et il roule en Formule E ce week-end à Cape Town. Donc c'est un peu plus compliqué pour lui de... c'est con, hein, ça tombe mal pour Van Dorn. Son contrat avec DS. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que si on n'a pas de nouvelles comme ça de Stroll, c'est peut-être qu'il y a une raison. On en aurait sûrement plus s'il était sûr de pouvoir faire la première course. Donc effectivement, pour Drugovich, c'est peut-être une belle opportunité à saisir. Nico Hülkenberg que l'on voit, le nouveau pilote A, c'est justement Julien, a fait quelques mètres pour se diriger vers le stand As. Et oui, je me suis dirigé vers le stand As parce que j'ai pensé à vos dernières vacances en camping, Antoine Arlot, et je sais que vous partez toujours avec une tente 3 places. Et bien chez As, c'est pareil, ils ont une cahute, une passerelle de commandement à 3 places. C'est assez amusant. Je ne sais pas si la version Grand Prix sera plus large, mais là, on dirait qu'ils sont venus un petit peu en touriste. Loin de là, mais toutes les autres passerelles de commandement sur la pit lane font entre 6 et 8 places. Oh là là, mais oui, ça fait pitié. Ici, eh bien, c'est une version 3 places. Vous avez au milieu bon, c'est As, hein, de toute façon. Ayao Komatsu et à gauche quelqu'un que je ne connais pas. C'est pas étonnant. Hein. On travaille en mode Polly Pocket chez As. Alors que l'on voit sur la Polly droite, Pocket, c'est ça. Justement, Jean, allez-y. Et attention, Julien, quand même, parce que si vous commencez à parler de nos vacances respectives, j'ai quelques dossiers aussi sur vous. C'est cheap, ouais, complètement. Des tentes avec lesquelles on peut voyager. « 34 minutes avant la fin de cette séance maintenant, ça passe vite. On est ensemble depuis 10h30 ce matin. La séance qui a commencé à 8h. Pierre Gasly, 8e chrono. Alors tout à l'heure, on a vu Verstappen, Antoine, faire un tour un peu plus véloce. C'est peut-être le moment où on va permettre aux pilotes d'enlever un peu d'essence et d'aller se rassurer ou se faire du bien avant la pause déjeuner, surtout pour ceux qui doivent laisser le volant ensuite. C'est souvent la petite récompense. Alors notez que Verstappen il fait toute la journée par contre. Voilà, tu dois faire ça. Et demain ils vont alterner avec Perez et samedi ce sera Perez complètement. Plus vite, de reprendre
des sensations. Donc il reste 30 minutes, c'est souvent à ce moment-là qu'on redonne un peu de performance. Oui, parce qu'évidemment, les pilotes, eux, ils ont envie de voir jusqu'où la voiture peut aller, et notamment Max Verstappen, qui aime toujours être à la limite. 1.32.9 pour l'instant, le seul pilote sous les 1.33, mais on ne sait jamais, hein, évidemment, comment les monoplaces sont configurées. Effectivement, vous parliez du plein d'essence ou non dans les voitures. Donc, une importance cruciale dans la performance et dans le chrono que peuvent faire les pilotes. Deux honneurs le sport auto américain. Ouais, c'est un peu ça l'idée, ouais. Ils font honte au sport auto. Ouais, aussi, parfois un petit peu, allez-y, excusez-moi. Non, et puis même pour eux-mêmes, hein, les pilotes qui sortent d'un long hiver, donc forcément, hein, même s'ils sont tous professionnels et très très bons, on a besoin de se remettre dans le rythme. C'est des monoplaces qui sont nouvelles, qui auront des comportements sensiblement différents de celles de l'année précédente, et on a besoin soi-même aussi de comprendre dans quelle direction de réglage on veut aller. Donc c'est très très important pour les pilotes de pouvoir quand même faire quelques runs perfo pendant ces essais. On a vu sur l'image de gauche la Williams d'Alex Albon qui était de retour au stand. Il est reparti, Alex Albon, sur la piste, alors qu'on suit toujours Pierre Gasly. On continue de travailler, de découvrir cette monoplace. Alors certes, il y a eu, on en parlait tout à l'heure, les fameux shakedowns avant d'arriver ici à Bahreïn. On a eu droit à 100 km, toutes les équipes évidemment les ont utilisés, mais bon, c'est pas... bah écoute, elle est jolie, presque elle est rapide, ça on verra. Il n'y a pas de souci, que la on voiture est prête à prendre la piste, parce que déjà on est pour l'instant, dur à dire. Kilométrage, et puis, il y a quand même une seconde 2 d'écart, bon... Parce que ce sont des pneus de démonstration qui n'ont rien à voir avec les pneus de course. Antoine, c'est assez intéressant de voir à l'écran les deux petits fils qui sortent du volant chez Mercedes. C'est assez rare de voir oui, Mercedes cheap aussi, des fils qui sortent de la voiture. J'avoue, c'est quoi ces trucs en fait là, regardez. Derrière le volant là, vous voyez avec la lumière. À savoir de quoi c'est bizarre, il s'agit, parce que c'est tout simplement assez rare de voir une solution un peu comme ça de fortune sur une monoplace aussi prête que celle-ci. Ben voilà, vous avez entendu, il fait gros. Mais on sera ensemble évidemment aussi tout à l'heure. Étrange solution chez Mercedes, je sais pas quoi ça sert, pour mesurer des accélérations, quelque chose comme ça, je sais pas. Ah, saleté. Quel dépassement de l'Alpine de George Russell. Oh là là. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Bon, après, c'est quand même léger. C'est du talonnage plus que du rebond, je pense. On verra les déclarations, de toute façon. Pierre Gasly. Et puis là, on est avec l'Aston Martin de Felipe Drugovich. Qu'est-ce que... Oula, petite frayeur pour Drugovich. Ouais, c'est pas comme l'année dernière, quoi. L'année dernière, c'est une horreur. Bon, on est en train d'essayer de régler la monoplace au plus rigide possible pour garder une plateforme. Drugovich a 4 secondes de meilleur temps, presque. C'est beaucoup, hein, quand même. L'absorption de ses bosses. Je suis pas sûr que le pilote soit prêt pour la course, hein, honnêtement. Virage numéro 1, il faut arriver à trouver les bons réglages de suspension pour quand même avoir un peu de drivability, une voiture conduisible. Parce que si on n'arrive pas à la conduire, on ne peut pas extraire la performance pure. Toujours le 10e temps pour Felipe Drugovich. J'étais en train de regarder, c'est pour ça que je vais laisser parler Adrien. Un petit peu les questions que nous posent tous les abonnés Canal. Donc sur le compte Twitter Canal Plus F1.
On nous demande par exemple, selon vous, Adrien, pour l'instant, de ce que vous voyez, est-ce que vous avez une voiture qui vous surprend particulièrement, qui vous paraît plus belle, que les autres? Je trouve la Mercedes très réussie d'un point de vue esthétique. Après, savoir si c'est performant et au niveau de la Red Bull, je n'en suis pas sûr. Et comme le disait Jean tout à l'heure, c'est très compliqué de donner un ordre de marche déjà maintenant après une seule matinée d'essai. Mais d'un point de vue esthétique, ouais, j'avoue que la Ferrari aussi, avec bon nombre d'évolutions quand même aérodynamiques, des petits détails, notamment un S-duct qu'on pourra voir peut-être plus tard avec Julien, pas mal d'innovations et elle est très fine. Donc je dirais voilà, d'un point de vue visuel, la Ferrari et la Mercedes sont très jolies, la Red Bull aussi, mais c'est souvent l'efficacité de la Red Bull qui est impressionnante. Et c'est chier cette Red Bull, hein. Donc, voilà. Insupportable équipe. De Max Verstappen, elle est évidente en termes de chrono en tout cas. Par la question d'ego, de toute façon, Max il voudrait être en tête de chaque séance, de toute façon. De chaque séance qu'il fait, quoi. Caméra embarquée avec Felipe Drugovich. Ce soir, attendez-vous à le voir en tête, hein, c'est sûr. Dont vous allez longuement parler depuis tout à l'heure. On suit pas mal Felipe Drugovich en amélioration dans le premier secteur pour son chrono. Dans le deuxième également pour lui. Moment où on va peut-être aussi lui permettre d'augmenter un petit peu son rythme. Ce sera important évidemment pour lui, pour gagner de la confiance aussi. Il aura l'occasion de rouler à nouveau dans ce week-end, même s'il va laisser sa monoplace à Fernando Alonso cet après-midi. Beaucoup de questions, les vôtres, Adrien, à Julien, sur la Mercedes et même sur les réseaux sociaux. On nous demande de présenter un petit peu cette Mercedes. Et bien Julien Febvreau va le faire dans quelques instants, tout de suite même. Ah, il améliore Drugovich. Mercedes. Il n'est plus qu'à 2 secondes 3 du leader, bravo. Oh là là. Alors je vais pas vous présenter la Mercedes parce qu'elle n'est pas derrière moi, donc ce serait compliqué de vous la présenter maintenant, mais vous vous interrogez sur la présence de ces fils sur le volant de la Mercedes. Et bien si vous revoyez des images embarquées de cette voiture, vous allez voir que ces petits fils conduisent à 2 petits cubes qui sont aux 2 extrémités sur le plan supérieur du volant. Ce sont tout simplement des capteurs tridimensionnels et des accéléromètres qui sont placés là sur la monoplace. Ce sont des capteurs qui avaient déjà été placés lors du déverminage et de la journée de tournage promotionnel effectuée il y a quelques jours par Mercedes. Ça permet bien tout simplement de mesurer des mouvements du châssis. Vous savez qu'en ce moment Mercedes a la hantise du marsouinage et des rebonds sur la piste. Et bien la position de ces capteurs tridimensionnels permettent de mesurer en temps réel et selon les positions de volant et de volant, de direction, tous les mouvements de cette voiture. Donc ce sont des petits capteurs de mesure. C'est impressionnant, que les écuries sont autorisées à positionner sur leur voiture pendant ces phases d'essai préparatoires. Merci Julien. Avec ils sont quand même équipés les mecs dans la voie des stands. Voilà, ce qui est bien, technologie qu'ils ont, quoi. Il n'y a jamais de questions pièges parce qu'il a la réponse à tout. C'est pour ça qu'on se permet de poser plein de questions. Fattori de Yuki Tsunoda et Oscar Piastri donc dans la McLaren maintenant. Au niveau des pneus, le choix pour la plupart des pilotes actuels, même si ce n'est pas le cas de Piastri, c'est les pneus médium. Oscar Piastri, lui, il est en pneus les plus durs actuellement. Et à noter que Pirelli a introduit un nouveau composé de pneus cette saison. C'est un nouveau C1 en fait, puisque l'ancien C1 s'appelle maintenant C0, c'est la petite nouveauté. Et donc il y a un nouveau composé de pneus qu'on va voir d'ailleurs lors du Grand Prix, ici aussi d'ailleurs à Bahreïn, puisque le choix de pneus à Bahreïn c'est le C1, donc le nouveau pneu dur, le C2, le médium et le tendre C3. Bon, on s'y perd quoi. Pneumatique à Bahreïn apporté à Pirelli qui a communiqué pour les premiers Grands Prix de la saison déjà les pneus qui seront utilisés, apportés en tout cas. Après quand t'es dans le milieu là-bas sur place, j'imagine que c'est plus facile de savoir que quand t'es à distance quoi. Zach Brown, patron de McLaren.
Zach Brown qui va être motorisé par Red Bull Powertrain. Sale traître. Zach Brown, mais voilà, il marque son territoire aussi. On l'a vu Scandale dans les négociations et dans les histoires de contrat avec Oscar Piastri. Oui, pas trop d'état d'âme. Pas d'état d'âme pour lui, effectivement. Carlos Sainz, la monoplace en replay là. Très belle image de la Ferrari et toujours cet aileron avant qui vous est montré. Et là on voit le S-Duct en haut à droite de l'écran, juste au-dessus maintenant, caché par le pneu malheureusement. Mais une sortie pour encore une fois générer ou en tout cas dévier le flux d'air dans la bonne direction et améliorer l'efficacité aérodynamique de la voiture. C'est l'air qui rentre à l'intérieur du ponton par le devant, par un petit orifice et qui ressort à cet endroit-là. Malheureusement, tout le conduit à l'intérieur, on n'en a pas les détails, mais en tout cas, c'est une innovation cette année. Max Verstappen sera difficile à aller chercher. En tout cas, ce matin, on verra si du côté de chez Ferrari et Charles Leclerc cet après-midi, même s'il reste encore 22 minutes à Carlos Sainz pour tenter d'aller chercher Verstappen, il n'y a rien à gagner. Mais en tout cas, très probablement, ça ferait plaisir au pilote espagnol. Pour l'instant, il est un petit peu loin du néerlandais. Le meilleur temps, une 32,9 pour Verstappen, une 33,2 pour Carlos Sainz. À noter, Antoine, qu'on est encore loin de ce qu'une Formule 1 peut faire en termes de performance à Bahreïn, puisque le meilleur tour l'année dernière, c'était, je crois, en 1,30. Donc, il y a encore un peu de marge. Après, bien sûr qu'il faut gommer cette piste. On verra à la fin de ces 3 jours quel type de performance les pilotes auront fait. Pierre Gasly et Max Verstappen. Quel duel! Côte à côte, enfin qui était côte à côte sur cette piste, l'Alpine derrière la Red Bull maintenant. Ne serait-ce que sur l'utilisation du DRS sur des programmes différents, parce qu'on a vu la Red Bull utiliser le DRS et Pierre Gasly ne pas l'activer du tout. Ça veut dire qu'on est en train de prendre des données aérodynamiques aussi chez Alpine, où on demande aux pilotes de ne pas l'activer pour garder une stabilité. Il reste une grosse vingtaine de minutes maintenant dans cette séance et on se retrouvera sur Canal Plus Sport cet après-midi pour la fin de cette première journée d'essai. Ce sera à partir de 16h donc sur Canal Plus Sport pour suivre la fin de cette première journée jusqu'à 17h30 et pour voir si Max Verstappen sera toujours le plus rapide cet après-midi. Les pilotes qui disposent, enfin les équipes, parce que les pilotes pour la plupart d'entre eux, mais c'est pas le cas de Max Verstappen, on ne les retrouvera pas cet après-midi, qui disposent d'une pause obligatoire d'1 heure dans cette journée, donc à la fin de cette matinée. Croyez-moi, c'est pas très long pour digérer 1 heure. Quand on repart la séance de l'après-midi, c'est aussi avec léger et ce on sait à quel point le corps est mis à rude épreuve dans les virages rapides. C'est pas toujours très agréable, donc forcément on a des entraîneurs physiques et des diététiciens qui sont là pour normalement essayer de nous faire manger les bonnes choses. Ouais, parce qu'on fait quand même beaucoup de tours. Alors c'est surtout pour Max Verstappen parce qu'il a fait 66 tours pour l'instant. Lui, il va être là cet après-midi. Tous les autres, ils vont avoir l'occasion de s'arrêter. Et donc dans leur partie de boxe, on va quand même travailler. Je dis s'arrêter, mais on va quand même travailler sur regarder tout ce qui s'est passé dans la matinée et même observer ce qui se passe pour l'autre pilote qui sera en piste. Dragovic qui améliore encore. Cette pression de la piste. Il a 50 millième maintenant de Piastri. C'est déjà énorme. Va-t-il passer 9ème? Pour l'instant, celui qui a le plus roulé, c'est toujours Alex Albon. 72 tours pour la Williams, pilote thaïlandais. Alors que c'est Alfa Romeo Sauber qui se comporte plutôt bien, comme la Williams, son 3e et 4e, même si encore une fois les performances ne veulent pas dire grand chose encore. Mais quand on regarde les caméras embarquées de Guan Yu Zhou, c'est pas mal du tout. Ça confirme les dires de Bottas au niveau du simulateur et les chiffres, ou en tout cas le feeling que le Finlandais a eu cet hiver. Faut le dire, ils ont tous les deux beaucoup roulé. On fait des heures de simulateur à Inville
Alors même si ce sont des chiffres de simulation confirmés sur ouais, ça roule pas mal hein, chez Mercedes, la voiture semble fiable et tant mieux. C'est déjà ça. Des résultats qui nous font aller dans la bonne direction. Celui qui a fait plus de tours, c'est Albon, 72. Là maintenant en piste, avec des conditions impressionnant. Bien sûr à chaque sortie, température. Il reste 18 minutes. Pour l'instant, il est encore en piste, Russell. Etc. Guan Yu Zhou a ils sont 7 en piste là. Et demi du meilleur temps de Max Verstappen, le pilote chinois, 4e. Derrière Alexander Albon qui est rentré dans la voie des stands, le pilote Williams. Et devant George Russell. George Russell. Saison aussi importante pour Guan Yu Zhou parce que c'est vrai qu'il a été pas mal dans l'ombre de Valtteri Bottas la saison dernière dans cette équipe Alfa Romeo. Valtteri Bottas qui a marqué quand même la très grande majorité des points de l'écurie. Ce sera important aussi pour Guan Yu Zhou, même si c'est aussi un pilote capital pour l'équipe, parce qu'il l'amène aussi en termes de financement, mais c'est important aussi que sportivement il soit dans le rythme avec cette équipe, et ce sera la dernière année qu'elle s'appellera Alfa Romeo, hein, vous le savez. Mais plutôt très apprécié hein, en interne chez Alfa Romeo Sauber, en tout cas de ce qu'on m'a confié, il a effectué une belle saison en termes de progression, en termes de d'implication. Effectivement, maintenant il va falloir confirmer cette année, mais le fils d'Emmanuel Epiro, qui est son performance engineer, l'ingénieur performance, pardon, de Guan Yu Zhou, dit qu'il y a vraiment un potentiel chez ce jeune pilote. Yuki Tsunoda avec ce nouveau sponsor que vous voyez sur le halo qui arrive justement chez AlphaTauri. Les deux pilotes, Yuki Tsunoda et donc Guan Yu Zhou, qui sont dans l'obligation quand même de... Ce que je vais faire, je vais peut-être reprendre le stream à 13h au final. Sur les épaules de Yuki Tsunoda, enfin quand ça reprend, je sais pas si c'est 13h ou 13h15 au final parce qu'ils arrêtent à midi 15, donc je pense que c'est 13h15. Il doit y avoir un décalage. Par contre je serai peut-être pas là pour les premières heures. Je mettrai le son anglais au pire. S'il y a. Sinon je mettrai de la musique. Libre. Et je vous mettrai le live timing et tout. Moi de toute façon j'arriverai quoi qu'il arrive à 16h du coup. Quelque part sorti. Ça vous pourrez suivre quand même, alors qu'il a quand même en écoutant soit les commentateurs anglais, soit de la musique. Je sais pas si Sky Sports ils reprennent à 13h pile. Très difficile. Je vais voir. Je vais voir en fonction. Il a plus de baquet maintenant et il se retrouve de retour chez Red Bull. On en parlait tout à l'heure en tant que pilote de réserve. Il y a eu quelques contacts avec d'autres équipes, mais c'est vrai qu'il ne voulait pas non plus aller forcément n'importe où. Daniel Ricciardo, il était un peu trop cher, je crois. Et je crois qu'il y avait aussi cette... Bon allez, il reste 15 minutes dans cette séance matinale. Le projet proposé n'est pas forcément celui qu'on cherche. Ah, on board avec Max. Qu'est-ce qu'il a fait, Max? Oh, petite erreur. Vraiment à la limite Verstappen dans ce virage, et vous voyez dès que le pneu avant gauche perd un peu de contact, tout simplement on va sous-virer. Il était vraiment à la limite de ce que de vitesse d'entrée et disons de longitudinal et de latéral en même temps. Il freinait et il tournait à la fois. Ce tour-ci ça va mieux pour lui dans ce même virage. Vous le voyez sans DRS. D'ailleurs, on peut pas mettre l'heure de poste. Ah, drapeau jaune, tiens. Relativement peu de problèmes, hein. Alors, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait un drapeau jaune. Ouais, c'est ça, le mec qui porte la poisse, quoi. Je vous le dire aussi, c'est vrai que depuis le début, il n'y a pas eu trop de soucis. Un drapeau jaune dans le secteur 2. De qui s'agit-il? Une monoplace arrêtée. Marc Gené, on s'en fout, ouais, j'avoue. On s'en fout de Marc Gené. Tellement. J'en vois pas dans le
tracker que l'on voit. Virage numéro 10. On peut pas mettre les heures du à côté des postes, c'est dommage. Je pensais qu'on pouvait. C'était un double yellow flag, donc drapeau jaune. Virtuel safety. Ou alors est-ce que ça serait pas Ah ouais, c'est un essai de... Ouais. Exactement. Ça arrive souvent sur les fins de séance, fin de matinée, en l'occurrence, d'avoir des essais. Un essai de VSC. Et il reste 13 minutes 23 dans cette séance. La séance qui devait effectivement s'arrêter à midi, je pense, et qui au final prend un quart d'heure de plus pour ces essais-là, des essais de procédure en fait, pour les écuries, mais aussi pour les rookies, tels que Piastri qu'on voit à l'écran, que tout le monde soit bien familiarisé avec ces procédures-là. On a vu sur la droite de l'écran juste avant. Le VSC. Ouais, j'avoue, pour les jeunes pilotes, ça peut être utile quand même. Piastri, Jovovic. Ça permet tout simplement d'éviter tout problème si cela devait arriver à la première course pour un de ces pilotes. On a été familiarisé avec le concept. Donc justement dans les nouveaux pilotes, dans les rookies, il y a Oscar Piastri. On était en caméra embarquée à bord de sa McLaren et donc ça permet à tout le monde de se familiariser avec ça. Il reste 15 minutes, c'est souvent dans ce laps de temps qu'on fait ce genre d'essai du côté de la FIA. Donc c'est le cas actuellement pour la fin de cette première matinée. Il reste 12 minutes 20. Vous parliez tout à l'heure du DRS. Il y a eu la commission F1 ces derniers jours qui s'est tenue. Alors on détaillera parce qu'il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises, mais notamment en ce qui concerne les zones DRS qui vont être modifiées sur les 5 premiers Grands Prix de l'année, avec notamment le retour d'une 4e zone à Melbourne en Australie. Le Grand Prix d'Australie, ce sera le 3e de la saison le 2 avril, et donc ça va permettre à ce Grand Prix d'en faire le plus rapide de l'histoire sur ce circuit, puisque les monoplaces devraient atteindre les 340 km/h donc en Australie à Melbourne, dans l'Albert Park. Des petites modifications alors qui doivent être ratifiées en Conseil mondial de la FIA, comme toujours les décisions de la commission F1. J'aime la stat qui montre que Lewis a plus de victoires que le Clément Pied de On Lewis. détaillera d'autres au fil du temps. Il y a eu quelques autres nouveautés qui ont été annoncées. Mais il y en a plein qui voient pas ça comme ça en fait. Carlos qui disent Sainz, c'est grâce à la voiture. Montrer les statistiques en carrière de Carlos Sainz. Dommage. De Ferrari. De pas reconnaître ça. Et donc une victoire, c'était à Silverstone la saison dernière. On se souvient très bien de ce Grand Prix à Silverstone qui avait été un peu mouvementé du côté de chez Ferrari, parce que c'est vrai qu'on avait un petit peu offert ce succès. C'est vrai que Carlos Sainz, probablement au détriment Sainz, il méritait pas trop sa victoire à Silverstone 2022. Ça fait partie des décisions qui ont pas forcément été toujours comprises du côté de Ils vont nous laisser 10 minutes de VSC en fait, là, ça se passe comment? De Mattia Binotto, il y a eu beaucoup d'autres évidemment soucis chez Ferrari, de stratégie notamment, qui était probablement même bien plus importante et bien plus problématique. Et ça a fait que Ferrari a perdu beaucoup de points dans son combat avec Red Bull. Large vainqueur, large champion quand même Red Bull la saison dernière. Et puis il faut aussi signaler que Max Verstappen n'a fait aucune erreur. Il fait jamais d'erreur, Max Verstappen, c'est sa force. Ça permet d'engranger les points parce que le début de saison, il y a eu quelques soucis de fiabilité aussi du côté de chez Red Bull, mais ça n'a pas duré longtemps. Ouais, il est devenu assez incroyable sur les 2 dernières années, Max Verstappen, qui on le connaissait assez fougueux par moment précédemment, et c'était peut-être le défaut de ses qualités. Il a réussi à replacer son curseur un peu en dessous et arriver à gérer quand il fallait. Donc là, ça en fait une arme incroyable sur les 2 dernières années, même quand il est pas là ou quand la voiture ne lui permet pas d'aller se battre aux avant-postes, il ne va plus jeter des points pour rien. Il récupère ce qu'il faut pour un championnat, et ça en fait un de la VSC, là, ils se cassent tous. Drogovic, il n'y a que lui qui reste en piste. Les 3 titres mondiaux. Oscar Piastri qui rentre au stand au moment où la virtual safety. Safety. Bon, j'imagine qu'il faut rajouter car du coup. Hein, ça bug. Génial. Génial. Je sais pas pourquoi ça bug encore. Hein. Car va être retiré. Je sais pas si on a des amendes. Bah ouais, c'est ça, Joseph. De toute façon, clairement. Peut-être qu'il n'y a pas de secret. Oscar Piastri. Encore une fois, ça permet de tester la limite. C'est important de le faire ici et pas lors du premier Grand Prix pour un rookie.
Et derrière, on a vu Carlos Sainz aussi plonger dans la voie des stands sur la fin de cette virtual safety car. Drugovich, lui, est toujours en piste, tout comme Guan Yu Zhou sont les deux seuls pilotes qui sont sur ce circuit. Et Julien Febvre, lui aussi, il est rentré au stand. Il est devant la voiture d'Oscar Piastri dans les stands, côté de chez McLaren. Je viens de m'immobiliser, on a changé les 4 roues, tout va bien, on est prêt à repartir. Mais avant de repartir, penchons-nous sur la McLaren d'Oscar Piastri. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était très inspirée de la McLaren, de la Red Bull, pardon. Regardez les pontons de cette monoplace, toute la zone orange, même si là on va s'écarter encore un peu plus à gauche. Julien, ça sature regardez toujours. Cette sorte de double bosse sur les flancs de la McLaren. Ça, c'est une signature typique de la Red Bull. Et bien, McLaren est allé dans cette voie également. J'attire également votre œil grâce à Alfred Ray sur le bas du fond plat avec beaucoup de petites ailettes dans la partie noire tout en bas de la voiture, beaucoup de petites pièces qui évidemment sont génératrices de vortex, guident les flux autour de cette voiture pour évidemment optimiser son rendement aérodynamique. Autre chose inspirée de Red Bull, et on va se repositionner devant cette voiture maintenant, ce sont les bras de suspension avant. Les deux seules écuries du plateau qui utilisent des suspensions à tirant, eh bien ce sont Red Bull et McLaren. Le bras de suspension qui va de la roue à la coque, eh bien part du haut de la roue vers le bas de la coque. Toutes les autres écuries, c'est l'inverse. Ça part du bas de la roue pour aller vers le haut de la coque. Il y a plusieurs avantages à ces solutions. Avantage de poids, avantage également de centre de gravité, puisque en utilisant ces suspensions à tirant et non à poussoir vers le haut, eh bien vous descendez, vous abaissez le centre de gravité, mais l'objectif numéro 1 de ces suspensions qui sont à tirant, eh bien c'est encore une fois le passage de l'air et la canalisation du flux d'air vers l'arrière de la voiture. Mais voilà deux grosses signatures Red Bull, bien que l'an dernier déjà McLaren utilisait ces suspensions avant attirant, mais ils sont confortés dans cette politique, on va dire, aérodynamique, et ils sont allés chercher aussi ce qui se faisait de mieux chez les concurrents. On va faire un peu plus, merci Julien, sur cette McLaren, sur cette MCL 60 qui célèbre les 60 ans de la création de l'équipe grâce à toutes ces informations et aux images d'Alfred Ray sur la monoplace d'Oscar Piastri devant le stand Mercedes, devant McLaren, pardon, le stand McLaren. 6 minutes 25 avant la fin de cette première matinée. Et encore une fois, toujours deux pilotes qui sont de sortie. À l'instant, donc, Guan Yu Zhou. Et donc, toujours Felipe Drugovich. Et Verstappen. Bon, il ne sera pas battu. Enfin, faut pas dire ça, remarque, on sait jamais. Mais Max Verstappen, pour l'instant. Drugovich qui remonte dans le classement au final. 7ème. 3 dixièmes de Max Verstappen. Ça va mieux pour le pilote brésilien. Je sais pas s'ils vont ressortir. Commence à trouver ses marques. Ces 5 dernières minutes, parce que s'ils ressortent. Bon, après la piste s'améliore aussi, je pense. Pour un seul tour rapide, je les vois pas faire ça sur la première matinée, mais pour l'instant, effectivement, Verstappen 4 dixièmes, quasiment 4 dixièmes d'avance sur Sainz. Et le retour de Felipe Drugovich avec Julien dans les stands. Eh oui, l'Aston Martin qui arrive et dont on va se rapprocher légèrement puisqu'elle va d'ici quelques instants être ramenée dans son stand. Vous voyez l'arrière, sous l'aileron arrière, vous voyez les deux formes, on appelle ça des canons. On peut, au niveau du pot d'échappement à l'arrière de la voiture, eh bien descendre. Si on s'abaisse très légèrement, vous allez pouvoir voir ces formes de carrosserie en forme de double canon. C'est comme ça qu'on les appelle dans Pierre, pas top. Faut voir Ocon cet après-midi du coup. Par les écuries. Regardez comme ils sont plongeants ces pontons. Ils sont allés à l'extrême chez Aston Martin. On vous parlait de cet effet toboggan autour du pilote et entre le moteur et les pontons. Eh bien Aston a poussé très loin ce concept toboggan qui avait été instauré. Je vérifie que c'est bien Ocon, c'est bien Ocon cet après-midi. Et demain matin, Ocon commencera et Gasly fera l'après-midi. Cette voie de
de travail. Et samedi, ça sera comme aujourd'hui, Gasly Ocon. Chez Aston Martin, ou en tout cas, on va revenir d'ici quelques instants chez Et Aston Martin, au final, ils ont toujours pas communiqué sur demain et samedi, quoi. Vous savez que l'Espagnol, grand ami de Fernando Alonso, le suit partout dans ses pérégrinations. Où Fernando Alonso se rend, Pedro de la Rosa le suit, c'est l'œil de Moscou espagnol, et on sera normalement d'ici quelques instants avec lui. Eh bien, on vous attend et on attend Fernando Alonso cet après-midi aussi, bien sûr, dans cette Aston Martin, parce qu'il ne reste plus que 4 minutes dans cette matinée. Max Verstappen qui continue à beaucoup rouler ce matin. Albon, ouais, 74 tours, c'est énorme. Bah, ça va être lui qui aura le plus de... non, pas forcément, parce que 74 pour Alex Albon. Albon qui est au stand, donc ça va... Ouais, il va peut-être le battre, du coup il reste 3 minutes et demie. C'est Guan Yu Zhou et Pierre Gasly à l'instant, alors peut-être pour un ultime run, pour se faire plaisir avant la pause déjeuner ou avant de laisser la monoplace à son coéquipier. Esteban Ocon pour Pierre Gasly, Valtteri Bottas pour Guan Yu Zhou, il y a George Russell également qui ressort en piste. Alors, ça peut encore bouger effectivement, surtout que... On va vérifier quelle monte pneumatique ces pilotes vont utiliser. Pour l'instant, tout le monde semble surtout avoir fait le choix des pneumatiques médium depuis le début de cette matinée en tout cas. Je pense à Alexander Albon qui a le 3e temps, c'était avec les pneumatiques les plus tendres tout à l'heure pour lui. Sur Max Verstappen de retour donc dans la voie des stands. 2 minutes 43 de la fin de cette séance. Guan Yu Zhou y rentre également. Il devrait voir passer sa monoplace. Là. Pour le pilote chinois qui devrait en avoir terminé donc cette première matinée, tout comme Max Verstappen. Il reste seulement George Russell pour le moment en piste. Descendu un petit peu violemment cette monoplace. Et voilà George Russell qui est donc ressorti pour un ultime tour. Puisqu'il reste 2 minutes maintenant avant la fin. Je vous rappelle que l'on se retrouvera à 16h pour la dernière heure et demie d'essai à Bahreïn de cette première journée. Alors que Julien Febvre a un invité à son micro. Oui, effectivement, Antoine Adrien, nous sommes en compagnie de Pedro de la Rosa. Je vous le disais, il est indissociable de Pedro. Pedro, it's nice to see you. Full green Pedro, now. ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes en vert aujourd'hui. C'est une nouvelle aventure pour vous, pour Fernando, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport avec Aston Martin? Quel est votre sentiment avec cette équipe et avec Fernando? Il y a une nouvelle énergie dans cette équipe, c'est un nouveau projet. Il y a eu beaucoup de choses faites dans l'équipe. Il y a beaucoup de talent. Ah, on voit Russell là, il a 2 secondes de retard, premier secteur. C'est pas là qu'il va améliorer. Hein. C'est une équipe aussi qui est très très ambitieuse avec le développement de la voiture. Mais vraiment l'atmosphère est très très bonne. Et évidemment il y a une super atmosphère aussi pour Fernando. Vous savez, il change d'équipe, tout se passe très bien pour l'instant. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tests, il y a seulement 3 jours de tests. Pour Fernando, c'est pas beaucoup. Donc voilà, il veut le plus tôt possible, le plus vite possible monter dans la voiture. Donc là, on essaye de comprendre notre voiture. On a beaucoup de travail à faire pour comprendre cette nouvelle voiture, mais il est à 100%. Il faut qu'on comprenne aussi un petit peu tout au niveau des suspensions, de l'aéro. On a vu Fernando, année après année, la session est terminée. De plus en plus frais. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Je ne peux pas l'expliquer. Il est juste unique.
C'est un pilote qui est très compétitif, on le sait très bien, il est très très rapide, c'est un champion du monde. Il a 41 ans, il est à son maximum de niveau. On parle d'un champion du monde. Ouais, mais il a pas fait beaucoup de tours du coup au médium. Il a Fernando a piloté pour des écuries qui ne gagnaient pas depuis 10 ans. Mais ça continuera, ils vont pas gagner. Nouveau challenge. Je n'ai jamais vu un pilote à cet âge-là avoir une telle motivation. Merci. Très bien, Pedro. Bon allez, moi j'arrête là pour cette partie de live. On se retrouve dans 1 heure à peu près. Je verrai ce que je mets comme son, du coup, vu qu'il n'y aura pas Canal. Je mettrai Canal à 16h, ça sera français, ça sera mieux. Et je vous dis bon appétit si vous n'avez pas mangé. À tout à l'heure. Et pensez à vous abonner. Et le pouce bleu sur YouTube. Allez, ciao.